moi, je me rappelle mes débuts à la foire de Paris ou sur l'agriculture, faire comprendre à un Antillais qui cette canne-là, c'est pas des Antilles. Il était outré en fait. Mais les gens ils me disaient, moi je connais la canne, je suis né dedans, ou je suis comment ça fait machin. Non, c'est la vie elle a commencé avec tu connais la canne, t'es vache. Non, en fait, tu penses connaître la canne, mais tu ne la connais pas. Okay. Mais en fait, tout ça m'a amené à me dire, tu seras un acteur majeur du jus de canne. Voire le leader mondial en fait. Ok. Et je pense que à l'heure actuelle, la passion, entre guillemets, c'est le moteur de ta réussite. Voilà. C'est-à-dire que si t'es pas passionné par quelque chose, pose-toi la bonne question. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu fais, entre guillemets, par effet de mode. Ouais. Mais en fait, à un moment ou un autre, il va y avoir à un moment une difficulté qui va te faire lâcher. Je suis tombé avec tellement de personnes, entre guillemets, décevantes. Ce n'étaient pas les meilleurs. Voilà. Et qui fait que quand on fait quelque chose, on essaye de tirer vers l'excellence en fait. La mission qui a conditionné la vision et c'est ta vision qui te définit encore. Voilà. Ça c'est fort. Monsieur Eli Gomba, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va? Oui, très très bien, merci. Bon. Je suis très content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux, parce que tu portes un projet ambitieux. C'est assez rare qu'on reçoive des porteurs de projets. D'habitude, on en reçoit des gens qui ont déjà réalisé quelque chose. Mais là, en fait, le projet est tellement big, tu vois, tellement tu le soutiens à bout de bras depuis maintenant 7 ans. 7 ans, c'est quand même un gros cycle dans la vie de quelqu'un. Et que quand j'ai entendu, je me suis dit, mais ça, c'est un projet qu'il faut qu'on accompagne maintenant, tu vois. Avant même que tu aies fini les financements, avant que tu aies posé la première pierre de l'usine. Mais déjà, dans ces 7 années, j'imagine que en matière de transmission, tu as appris beaucoup sur le fonctionnement des institutions avec lesquelles tu recherches auprès desquelles tu cherches des financements. Tu as appris beaucoup sur l'entrepreneuriat, même au sens strict. Parce que construire un projet comme une usine, c'est beaucoup de travail, beaucoup de leviers à activer, beaucoup d'informations à acquérir. Donc tout ça là, je sais que l'épisode va être riche en enseignements, je pense, véritablement. Tout à fait. Donc moi, je te remercie effectivement de l'invitation. Je t'en prie. Donc effectivement, comme tu dis, au bout de 7 ans, maintenant, je suis à même à parler du projet. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai été très discret effectivement sur ce que je faisais. Donc les gens qui me connaissent, qui me suivent depuis un petit moment, pensent toujours que je suis le vendeur de jus de canne que je faisais croire dans les salons d'agriculture, les différentes foires. Mais effectivement, on est vraiment sur un projet très ambitieux, c'est-à-dire qui touche l'écosystème même de la canne à sucre en fait. Ouais, et qui va au-delà de. En fait, il est ambitieux parce que c'est pas juste vendre des produits, ça va plus loin. Déjà, c'est de la transformation d'un produit. Et dans tous nos territoires, que ce soit dans la Caraïbe et même sur le continent africain, il y a un gros enjeu de transformation. Ça, c'est la première chose. Et donc, derrière la transformation, il y a une usine. Et quand tu crées une usine, c'est toute une économie que tu crées, en fait, avec des salariés, des familles qui sont derrière. Il y a tout un écosystème qui va se créer autour de cette usine qui va dynamiser la zone où l'usine va être implantée. C'est ça qui est toujours intéressant, quoi. Tout à fait. Donc moi quand j'ai commencé le projet effectivement dans ma tête, dans le schéma que j'avais entre guillemets recopié suite aux rêves ou encore aux songes que j'avais fait, effectivement il y avait le projet usine. Ouais. Maintenant à travers effectivement les différentes épisodes de Covid qu'on a eu, ou par rapport à comment dirais-je au concept que j'avais mis en place au départ, je n'ai pas trop eu le choix effectivement de m'orienter très rapidement sur l'industrialisation du produit, en sachant qu'on a eu beaucoup de succès sur le concept qu'on a lancé, et c'était entre guillemets l'étape d'après. Et voilà, c'est-à-dire que comme tu dis, c'est-à-dire que c'est pas seulement industrialiser un produit, mais quel produit? C'est ça. Parce que là, on parle de canne à sucre, on parle d'histoire, on parle de pas mal de choses entre guillemets. C'est vraiment un produit qui
comment dirais-je, pour moi, mérite vraiment beaucoup plus d'attention. Ouais. Donc à l'heure actuelle, par rapport au fait que le monde se tourne vers les produits éco-responsables, naturels, alors aujourd'hui la canne à sucre en elle-même, pour moi, voilà, c'est-à-dire que c'est l'une des plus belles plantes qu'on ait, qu'on ait eues. Et à travers comment dirais-je, cette transformation, ben on voit ce que ça donne en fait entre le jus, comment dirais-je, de matière, parce que tout ce qui se fait en bois se fait en fibre de canne à l'heure actuelle. Souvent, ouais. Donc voilà, donc ça m'a permis de rencontrer pas mal d'acteurs dans la transformation. Également sur le comment dirais-je, le sourcing, hein, c'est-à-dire le produit à lui-même, parce qu'il faut savoir qu'il y a 5000 variétés de canne dans le monde. Et chaque canne a une spécificité pardon, a un goût, un taux de sucre, une couleur, ça donne une histoire en fait. Donc voilà, tout ça réuni, voilà, je me réjouis effectivement d'avoir effectivement essayé de mettre cette plante en lumière en fait. Voilà. Là, c'est tout ce qu'on va essayer de comprendre, hein, véritablement. Et moi, j'aime aussi, on avait eu ce cas aussi avec Alchimie, les montres que je porte là, qui lui aussi l'a rêvé, son produit. Et aujourd'hui, tu vois, la montre, moi je l'ai, donc il allait jusqu'au bout de son rêve. Et donc j'imagine le jour où tu vas couper le ruban de cette usine, tu auras la matérialisation, la concrétisation de ce rêve-là que tu portes. Donc j'ai hâte de voir ça. Moi également. Avant tout, mais du coup, peut-être que cette question va t'amener aussi à parler un peu de ton rêve, mais c'est quoi ton Kalimandjaro? Donc ce but ultime là que toi tu souhaites atteindre? Très bonne question. Dans la question, il y a énormément de réponses. En fait, c'est comme je parle d'histoire, parce qu'en fait, comme je dis, c'est pour moi, ce n'est pas qu'un produit. La canne à sucre a une place très importante en fait. Okay. Donc, en sachant que la transformation qui a été faite ces derniers temps, c'est-à-dire comment le produit a été connu, c'est-à-dire de par le sucre ou encore le rhum, faut juste se dire que quand on regarde sur le nom de personnes qui entre guillemets qui mettent ce produit en avant. On retrouve pas de nom d'afro-descendants. Donc à l'heure actuelle, je me suis dit donc si un afro-descendant peut porter ce juge de façon comment dirais-je, internationale, hein, montrer aux gens, au monde entier qu'il y a énormément de comment dirais-je, de transformation à travers effectivement le jus, ce serait une victoire. Ce serait une victoire, ce serait une victoire. Parce que chacun a des aïeux qui ont été esclaves, si on peut parler effectivement ainsi, ont été voilà, qui ont galéré dans les champs de canne. Hein. Tout à fait. Si à travers effectivement ce concept, comment dirais-je, cette marque de jus, je peux leur rendre hommage. Pour moi, marque de jus, je peux leur rendre hommage. Pour moi, effectivement, c'est l'accomplissement d'une vie en fait. Parce que toi te parler effectivement des 7 ans, que c'est bon par rapport à mon âge, c'est un cycle, hein. Mais en fait, oui, c'est un 7e de ta vie. C'est un 7e de ma vie. Donc okay. Voilà, c'est-à-dire que pour bien comprendre que c'est comment dirais-je, c'est beaucoup plus, comme je dis, de produit. Là, on est vraiment sur de la spiritualité, de l'énergie, beaucoup de choses où effectivement, si que je commence entre guillemets à comprendre, hein, parce que bon, je n'étais pas prédestiné entre guillemets à être chef d'entreprise, par rapport à mon ancienne vie. Hein. J'ai été militaire pendant pas mal d'années. Je travaillais après à la RATP, mais avec le recul, j'ai été un sportif au niveau national. Hein. Mais en fait, foot, c'est-à-dire en foot et également en athlétisme. Hein. Okay. Donc, et en fait, mon histoire, elle est liée à tous ces points de ma vie en fait. C'est-à-dire que pour porter ce projet, fallait une détermination, fallait un mental.
Donc si on peut le louer ce mental aux militaires, j'ai été ou encore aux sportifs, effectivement, c'est long pour certaines personnes qui me demandent à l'heure actuelle comment j'ai pu Comment tu faire. fais pour tenir, Comment j'ai pu faire tout seul en plus, Ouais. sans formation, sans associé. Je n'ai pas de diplôme, mais je me suis formé. Je suis un autodidacte. Je suis quelqu'un de déterminé et qui va en général jusqu'au bout de ses rêves et ou encore de ses pensées. Ben, alors, déjà, il y a plusieurs choses à dire, mais effectivement, ça va nous intéresser de comprendre ce que tu tires de ton ancienne vie de militaire et ton ancienne vie de sportif. Comment est-ce que ces éléments-là t'animent encore aujourd'hui? Ça va être une première, un aspect qu'on va aborder. Mais déjà avant, je pense que c'est bien de s'arrêter sur un sujet que j'ai jamais abordé ici sur le podcast, alors que on a reçu pas mal de personnes de la Caraïbe. Une fois, j'étais dans un groupe WhatsApp et je discutais avec quelqu'un et je lui dis, et on était à trois, un Sénégalais, un Nigérian et un Centrafricain. Et le Sénégalais nous dit, non mais les Antillais sont pas nos ancêtres. Nous, nos ancêtres, ils ont jamais été ils sont jamais partis en esclavage. Je suis tombé des nues quand il a dit ça. Je dis, mais attends, t'imagines aujourd'hui, il y a trois frères, tu vois, trois frères qui sont ensemble. Et il y en a deux, ou un seul même, qu'on déporte aux Antilles. Ben, est-ce que tous les enfants des frères qui sont restés sur le continent ne vont pas dire que c'est leur ancêtre qui est parti aux Antilles? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait, ouais. Et à partir de là, ben, tu peux pas dire que les Antillais et les Antillais d'aujourd'hui et les Africains ou les descendants d'Africains comme nous aujourd'hui ne sont pas de la même souche. D'autant plus que ici dans ton siège, il y avait Sébastien Célestine qui lui est entrepreneur en Guadeloupe. Tu connais? Ok. Et lui, on avait eu cette discussion et lui, il a dit, bah, je pense que 80% de la racine des Antillais est africaine. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des Arawaks, bien sûr, il y a les Indiens qui sont venus aussi par la suite, les Indiens d'Inde, mais on pense que 80% vient d'Afrique. Donc, on peut pas dire qu'aujourd'hui, les Antillais et les Africains, c'est pas le même peuple. C'est ça la discussion. En fait, à ces gens-là, je leur dirais que moi, je suis le contre-exemple, en fait. Ouais. C'est-à-dire, ou encore l'exemple parfait. La mère de ma grand-mère était congolaise. Hein. Ouais. Donc, si j'avais porté le nom de ma mère, c'est-à-dire Mancé, alors d'aujourd'hui, effectivement, je suis arrivé en tant que Monsieur Mancé, c'est un Antillais. Mais le fait de porter le nom Gomba, voilà, ça, comment dirais-je, on est amené à s'interroger, en fait. Ouais. Me poser la question, mais t'es africain? Moi, je suis afro-descendant, en fait. Ouais. Donc, si vous avez aucun doute là-dessus. Si vous avez un doute, moi, j'en en ai pas. En sachant que quand je regardais, effectivement, je suis du Congo, il y a énormément de Gomba là-bas. Donc sur Facebook, j'ai beaucoup de demandes de cousins sans doute ou de la famille. Hein, bon, ça me fait sourire. Mais en fait, à travers moi, on ne peut plus se poser la question. Ouais, bien sûr. Voilà, il n'y a pas que toi, les Louvounous aussi. Voilà, tout à fait. En relation. Tout à fait. Ouais. C'est un nom qui est purement congolais. Congolais en fait. Donc forcément, nous on est là justement pour rappeler à ces gens qu'effectivement les noms de famille entre guillemets se perdent à travers effectivement la tradition patriarcale ou encore effectivement si on garde le nom du père, mais en fait si on va un peu plus loin, non, c'est-à-dire qu'on est des afro-descendants. C'est-à-dire que et comme tu dis, c'est-à-dire que demain quand on me dit est-ce que t'es Guadeloupéen, Martiniquais ou Guyanais, je réponds pas en fait. Ah ouais, à ce point-là? Bah en fait, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il suffisait juste que deux frères, il y en a un qui est parti en Guadeloupe, l'autre est en Martinique. Ouais, totalement. Ça s'est éclaté. Et donc pour moi, voilà, je n'ai pas ce sentiment d'appartenance en fait. Dire que je suis martiniquais. Non, je suis né en Martinique. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que je suis un citoyen du monde à la base. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance en tant que militaire à partir en Afrique. Ouais. De voir, voilà, c'est-à-dire, comment dire ça, c'est notre terre-mère en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est, donc on a eu le Tchad, le Sénégal. Ok. J'ai pas eu la chance d'aller en Centrafrique parce qu'effectivement, malheureusement, comment dirais-je, ma compagnie à l'époque devait y aller, mais on a été affecté autre part. Voilà, c'est-à-dire que, mais ça m'a permis de voir. Après, j'étais en Tanzanie également.
de voir que effectivement il y a rien qui nous différencie en fait. Ouais. C'est-à-dire que chacun effectivement adopte comment dirais-je, Les une codes, culture, les une cultures. culture là où il se trouve, Hmm. mais T'as ressenti de la proximité la quand même. proximité en fait, ça, en Ouais. fait, il y a des gens qui nous ressemblent en fait. Ouais. Moi, je suis parti au Maroc parce qu'effectivement, je voulais y aller. Mhm. Quand j'étais chauffeur de bus, on me prenait pour un Marocain, on me parlait en arabe. Enfin, j'ai été là-bas, j'ai vu des gens qui me ressemblent, Ouais. des crépus, Quand je te regarde, je vois, en tout cas, je vois plein de Marocains qui ont ton teint, Et en fait, facile. Facile. comment dire, ça m'a interpellé, me dire, Mhm. effectivement, on est qui pour s'auto-proclamer d'une Mhm. race ou un truc? Non. On Mhm. vient, Ouais, tous ça t'a permis de te ressentir citoyen du monde tout à encore fait, tout plus. à fait. Donc D'accord. forcément, donc à travers ça, tu as une tolérance, t'as un Mhm. regard différent, et en fait, ça t'amène vraiment à t'apaiser sur les conflits, tout ce qu'on peut voir à la télé. Voilà, c'est-à-dire que c'est toi-même qui dois te faire ta propre idée des choses. Ouais. Et si on revient sûrement à la, comment dirais-je, à mon parcours d'entrepreneur, Mhm. le fait que je sois entre guillemets neuf, Ouais. c'est-à-dire que je me dis, voilà, j'arrive dans un univers que je connais pas, donc Mhm. c'est moi qui vais décider les chemins que je vais emprunter, C'est intéressant, ça. quel mindset que je vais avoir. Mhm. Je vais m'auto former, Former, te créer ta me voix, en créer, fait. bon, voilà, c'est-à-dire que ma Mhm. vision. Mhm. Et sincèrement, c'est une des plus belles périodes de ma vie. Ok. Paradoxalement, au fait que financièrement, c'est un peu compliqué parce que bon, mais voilà, je ne suis pas salarié de ma boîte, mais humainement, je me suis élevé. On parlait effectivement d'un septième de ma vie. Je Mhm. me suis élevé à un niveau que Mhm. même moi, effectivement, je pensais pas atteindre. Mhm. Voilà. Et ça se ressent effectivement à l'heure actuelle de regard des autres. Ouais. Euh, voilà, c'est-à-dire que avant, peut-être mes amis me demandaient mon avis sur certains sujets, Mhm. ils ne sont plus les mêmes maintenant. Ouais. Nike, 2 milliards. LVMH, 7 milliards. Apple, 15 milliards. Consommer sans avoir des actions, c'est jeter son argent par les fenêtres. Et ça, c'est ce que vous apprend la Nekao School. Que vous soyez confirmé ou débutant, vous allez acquérir les connaissances pour avoir une épargne solide et pour faire quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire valoriser son patrimoine à travers 4 piliers. 1. Optimisation de tes finances. 2. Apprentissage du mode de fonctionnement des marchés financiers. 3. Compréhension de l'écosystème crypto. Et enfin, tout ce qui est lié à l'immobilier. Vous avez de la chance, vous êtes dans l'écosystème, vous êtes un auditeur du podcast Kalimandjaro. Vous avez, grâce à nous, une réduction de 10% sur la Nekao School. N'attendez plus, cliquez en commentaire et passez à un autre step, qui est celui de la valorisation du patrimoine. La communauté en a besoin. L'éducation financière a évolué depuis l'année KO de façon à ce que j'ai l'impression que ce n'est plus quelque chose qui est inaccessible. Enfin, une directive pour pouvoir organiser la gestion des comptes et ensuite la mise en place également d'un plan d'investissement aussi. Donc, c'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, mes comptes se portent un petit peu mieux. Donc voilà, c'est-à-dire que En fait, t'as acquis finalement une expertise. Parce que, tu sais, il y a la loi des 10 000 heures. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de cette loi-là. non, En fait, je sais plus qui est l'auteur, mais c'est assez répandu dans le monde de l'entrepreneuriat. Ils disent que si tu mets 10 000 heures à pratiquer quelque chose, à la fin de ces 10 000 heures, tu deviens un expert, tu vois. d'accord. Et tu comptes 10 000 heures, allez, un mois, c'est 151 heures Ouais. à temps plein. Donc, ça veut dire que un an, c'est 151 fois, ça fait 1800 heures. Ouais. Maintenant, tu mets en En gros 7 10 ans, ans. 7 ans. Voilà, ça On est fait, enfin, pour faire 10 000 heures, faut 6 ans, entre 5 et 6 ans, tu ouais, vois. tout à fait. Donc, tu vois que là, t'as fait tes 10 000 heures. T'as masterisé un sujet, en tout cas, sur ta boîte, c'est toi le master. Ouais. tu vois. D'accord, ok. Là, ça te permet de mettre en perspective Mais les j'ai choses. voir l'auteur, hein, parce que Ouais. moi, jusqu'en 2019, j'ai jamais lu un livre de ma vie. Hein. D'accord. C'est lors d'un voyage, parce qu'on avait ramené avec Madame les enfants de Sartrouville, hein, les footballeurs au tournoi de Suède hein, pour les enfants, championnat du monde des enfants. On avait Ok. réussi à ramener 4 équipes, hein, Ok. voilà. Et nous, on avait été en voiture, donc c'est 3100 kilomètres. Ok.
Donc il a fallu, quand je ne conduisais pas, m'occuper. Et je suis tombé sur des livres de développement personnel. Ok. Et depuis, tu t'arrêtes plus. voilà, c'est-à-dire que c'est lequel que t'as lu à ce moment-là, tu te souviens? J'étais tombé sur Père riche, Père pauvre. Ah. Donc je ne sais pas Bien pourquoi. commencé. Et voilà, j'ai commencé par le début. Et puis après, je me suis passionné pour Napoléon Hill. Hein. Ok. Le dernier bouquin que j'affectionne, c'est Plus malin que le diable. Ah, j'ai lu il y a longtemps celui-là. Et je me relis, je le lis. Après, j'ai expérimenté avec Kevin Trudeau, qui est un je connais peu pas. controversé. Et lui, c'est-à-dire que voilà, c'est en termes de mindset, Ok. c'est quelque chose de très fort. À l'heure C'est quoi, actuelle, le titre? effectivement, Kevin Trudeau? lui, en fait, il avait fait un séminaire, il avait fait un séminaire à $10 000, hein. Les gens s'étaient inscrits sans le connaître, hein. Ok. Et à partir de là, pendant la semaine, disons, pendant le week-end, il a, il a enregistré ses interventions. Et dans les interventions, il avait fait venir un 33e degré, voilà, tous les gens qui sont dominants dans les sociétés secrètes, en fait. Ok. Et donc la personne qui m'a envoyé les audios, c'était 14 d'une heure, hein, 14 audios d'une heure. Il m'a demandé fallait les lire en moins de 7 jours. Ok. Et les relire encore. Ok. Et on a commencé comme ça. Et en fait, à l'heure actuelle, malheureusement, quand vous allez sur Internet, c'est shut down. Ok. Mais en fait, c'est un mec, par exemple, qui dit, qui demande aux gens de se positionner dans cette vie, en fait. C'est-à-dire qu'il te disait qu'il y avait 4 niveaux: inconsciemment incompétent, consciemment compétent, et après les 2 niveaux de compétences. Il te disait que 96% de la population était inconsciemment incompétente. Ils ne savaient pas qu'ils ne savaient pas. Ok. Donc moi, j'étais dans ce cas. Alors aujourd'hui, je suis au 2e niveau, je sais que je ne sais pas, donc je vais chercher, en fait. C'est tout un travail, entre guillemets, voilà, de petites personnes, entre guillemets, d'une grande personne, entre ou des mots-clés qui vont faire en sorte que derrière, je vais aller chercher. Je vais retomber sur d'autres personnes. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire le pouvoir de voir grand. Ouais. La magie de voir le pouvoir du subconscient. Voilà. C'est-à-dire que, après, voilà, c'est-à-dire que je tous les jours, je cherche, dès que j'entends un auteur, ou quand je regarde des podcasts, pour qu'il y a quelqu'un qui parle d'un livre ou encore des trucs, forcément, voilà, c'est boulimique de savoir, de développement personnel. Le fait de se dire que on nous rabâchait avant que le savoir se trouvait dans les livres. Effectivement, vu que je n'étais pas passionné, je ne lisais que les magazines sportifs, en fait. Ok, d'accord. Oui, mais aussi, le savoir est dans les livres. Et moi, je dis toujours aux gens, mais il faut que tu trouves quels livres vont te parler. Parce que si tu lis Victor Hugo, c'est beau, c'est agréable, tu vois, c'est de la belle littérature, c'est bien écrit, mais c'est pas ce dont tu as toujours besoin. Alors que là, j'ai l'impression, quand je t'écoute, que tu as trouvé la littérature qui parle à ton âme, celle dont tu as vraiment besoin. Tout à fait. C'est-à-dire, Victor Hugo, je ne l'ai jamais lu, mais alors d'aujourd'hui, je ne fais pas, je ne vais pas lire parce que, effectivement, je dois le lire. Je vais le lire parce qu'il y a quelque chose qui m'oriente sur, qui fait que je n'ai pas de diplôme. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître. C'est-à-dire que je n'étais pas passionné de lecture ou encore d'apprentissage, en fait. Et je pense que à l'heure actuelle, la passion, entre guillemets, c'est le moteur de ta réussite. Totalement. Voilà. C'est-à-dire que si t'es pas passionné par quelque chose, pose-toi la bonne question. C'est-à-dire c'est quelque chose que tu fais, entre guillemets, par effet de mode. Ouais. Mais en fait, à un moment ou un autre, il va y avoir un moment, une difficulté qui va te faire lâcher. Ok. Voilà. Par contre, la différence avec la passion, quels que soient les événements, on est à fond, en fait. Et bien au contraire, ça nous renforce dans notre foi et puis de ce qu'on veut faire, en fait. Non, c'est intéressant. Et je pense que cet aspect-là relatif à la foi et à la passion va rejoindre tout ce qu'on a dit, tout ce que tu as en tête aussi par rapport à la spiritualité et par rapport à ton projet, qui, j'ai l'impression, relève de la mission plus que de l'entrepreneuriat pur, quoi. Ouais, je voulais plus interpréter comme une mission. Ouais. Donc forcément, il y a des aspects que j'ai
entre guillemets, j'ai pas mis de côté, mais en fait, l'aspect financier, l'aspect, voilà, c'est-à-dire que les gens me disent, oui, voilà, tu veux plus te salarier, tu veux plus, mais en fait, le projet, la mission, elle n'est pas là, en fait. Ça viendra après. Ok. On parle de fois, de ce que je mets en place, ça va générer de l'argent. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que je le sais. Mais effectivement, c'est mon leitmotiv entre guillemets, c'est pour moi, c'est donnant. On m'a donné une mission, ce que je ne savais pas que cette mission allait me changer la vie en fait. Elle est impactée. Elle est impactée à ce que effectivement, je m'élève et en fait, je me dis voilà, c'est-à-dire que cette difficulté, parce que bon, c'est si on peut parler à l'échelle humaine, une difficulté, parce que bon, faire des choses qu'on ne sait pas, c'est compliqué, aller demander, aller toquer, un truc. Et en fait, je me dis, c'était, la vie m'a déjà remboursé en fait. Elle m'a déjà payé encore, remboursé de ce que moi j'ai donné. Et si tu n'arrives pas à comprendre ça, ce sera effectivement compliqué, effectivement, de te mettre à côté de moi et de me dire, mais qu'est-ce qu'il veut réellement? C'est-à-dire que moi, ce que je veux, je l'ai déjà. Par contre, effectivement, j'ai un devoir. Quand on parlait effectivement d'usine, on va revenir, le choix, parce qu'effectivement, je sais que mettre une usine à Martinique, par rapport aux produits, l'effet que ça aura sur la jeunesse. Qui pourront se dire, tiens, on pensait que c'est impossible, mais il l'a fait avec un produit quand même qui nous tient à cœur. Tout à fait. Et qui est particulier. Donc ça, ça serait une grande victoire, hein. C'est déjà une victoire. Et, au-delà, effectivement, de l'aspect financier, donner cet espoir, changer le mindset des gens, parce qu'effectivement, chacun, entre guillemets, est impacté par celui qui est à côté de lui. Si moi, maintenant, on me pose la question, je me dirais, voilà, c'est peut-être que ma mission, c'était d'impacter certaines personnes. Totalement. Tout à fait. Donc, après, derrière, voilà, ancien militaire, c'est effectivement, c'était carré, c'est-à-dire une mission, on essaie de remplir la mission le mieux possible, en fait. C'est ça. Voilà. Ok. On va parler de tout ça. Donc, ton ambition, on l'a bien comprise. Comment tu te présentes aujourd'hui aux gens qui ne te connaissent pas? Si tu devais te présenter, tu dirais quoi? Ça dure au niveau business ou de la personnalité? C'est toi qui sais. Et je pense qu'il faudrait un peu des deux. Un peu des deux, c'est-à-dire je me présente comme un expert en canne à jus. Ok. Donc ça fait à peu près 3 ou 4 ans que je me présente comme ça. À l'heure actuelle, effectivement, ça a un peu évolué. Je dirais que je veux être un acteur majeur dans l'écosystème de la canne à sucre. Parce que de la canne à sucre, j'ai la voix à 360 degrés. Et personnellement, comment je me définis comme quelqu'un qui, comment dirais-je, qui un visionnaire en fait, un visionnaire qui a une mission. Ok. Et comment dirais-je, les deux sont liés en fait, la mission et la vision. C'est-à-dire que c'est la mission qui a conditionné ma vision. Et cette mission m'a conditionné en tant qu'homme. Ok. Voilà. C'est-à-dire que c'est une boucle et qui voilà, qui me définit parfaitement en fait. La mission qui a conditionné la vision et c'est ta vision qui te définit en tant qu'homme. Voilà. Ça c'est fort. On va bien comprendre quelle est la mission, quelle est la vision et qu'est-ce que tu es en tant qu'homme. Tout ça là, c'est des sujets qui vont nous intéresser. Mais est-ce que tu peux nous expliquer le jour 1 de tout ça? À quel moment tu t'es dit, voilà, maintenant, je vais me mettre dans ce business-là? Je pense que tu l'as expliqué en off, c'est bien de le dire. En fait, comme je disais, moi, comment dire ça, j'aime cuisiner. Donc, à un moment, je cuisinais à la maison pour celui qui voulait, en fait. Et j'avais des spécialités, des spécialités, c'est-à-dire que, pour être honnête, moi, je proposais du poulet boucané, du poisson boucané. J'ai jamais, je savais comment on le faisait, mais j'ai jamais fait. Comment ça, t'as jamais fait?
En fait, c'est moi, voilà, je suis du genre à mettre des challenges, hein, entre guillemets, Ok. et c'est ce qui conditionne en fait ma vie, qui a conditionné ma vie jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que je faisais comprendre aux gens que je savais faire quelque chose, que moi je m'auto-persuadais que je savais le faire, sauf que je savais comment on le faisait, jamais Tu fait. l'avais jamais fait. Ok. Et en fait, pour me prouver à moi-même que j'avais raison. Donc je prenais mes amis le plus souvent comme comment dirais-je, Comme test, comme voilà, ouais. c'est-à-dire cobaye sur les trucs. Et donc ça s'est passé comme ça, la famille. J'ai décidé et puis après j'ai commencé à vendre, à vendre. Et pour boucaner le produit, nous on rajoute la canne à sucre. D'accord. Donc C'est la particularité de ta recette. Voilà, c'est-à-dire que à ce moment-là, quand vous mettez la canne à sucre dans la braise, le sucre, le supplément de sucre qu'il y a va aller se coller, va aller s'intégrer à la viande en fait, va donner un goût un peu plus sucré, un peu plus, c'est-à-dire aromatique en fait. Ok. Et donc je faisais venir ma canne de Martinique. Et au moment j'en ai eu marre, je me suis dit bon ça coûte quand même relativement cher, en sachant qu'un kilo de canne c'est à peu près 6 ou 7 euros dans les supermarchés. Et en fait, j'ai une amie qui m'a donné une invitation pour le salon Équipe Hôtel. Et il s'est avéré que j'avais 2 amis de Martinique qui venaient pour ce salon. C'était des restaurateurs, donc des gens beaucoup plus âgés que moi. Hein. J'ai une variation d'amis peut-être beaucoup plus jeunes ou encore beaucoup plus âgés. Hein. Okay. Et donc ils m'ont demandé de les accompagner. Donc, j'ai dit OK. Et en faisant le tour, on est tombé sur le concepteur de la machine, petite machine que j'ai commencé à commercialiser. Hein. Et donc on a discuté. Il nous a vu qu'on était antillais. Et il a proposé aux restaurateurs de mettre la machine dans leur restaurant. Okay. Mais eux, ils étaient pas intéressés du tout. Et moi, ce que je voyais, c'était la bagasse. C'est-à-dire que les déchets de canne, dont je lui ai demandé les points de vente de ses clients pour que j'aille récupérer. Donc, il a bien vite compris parce qu'il y avait beaucoup d'Antillais, effectivement, qui lui faisaient la demande. Hein. Et donc, il m'a laissé ses coordonnées. Le soir, on est parti, on était boire un verre. Je suis rentré, je crois qu'il était 2 heures du matin. Et quand j'étais me coucher, en fait, j'ai fait un rêve, en fait. Que je vendais du jus de canne partout dans le monde. Donc, ça, c'est le jour 1. Le lendemain, moi, j'ai noté tout ce que j'ai rêvé. Alors, est-ce que tu peux expliquer ton rêve? Parce que là, tu dis ça rapidement, mais je pense qu'on fait tous des rêves, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait que ce rêve-là t'a particulièrement touché et que ce rêve-là a eu un impact dans ta vie? Parce que je me suis réveillé, en fait, en sursaut. Donc, je me réveillais rarement en sursaut et en général, mes rêves, je m'en souviens pas. Et là, je me souvenais parfaitement de parce qu'en fait, le lendemain, la mère de mes enfants m'a dit qu'est-ce qui est arrivé. Hier soir, justement, j'étais agité, tout ça. Je dis non, j'ai fait un rêve bizarre. C'est bizarre, toi, tu rêves jamais. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit c'est un rêve assez particulier. Donc, quand je lui en ai parlé, voilà, c'est-à-dire que je venais juste de commencer mon histoire de poulet boucané, je lui parle du jus de canne à sucre et des trucs, elle m'a dit bon comme d'habitude, voilà, c'est tu rêves, tu vas encore dans des trucs. Voilà, encore des trucs, voilà quoi, ça n'a pas marre de faire beaucoup de choses et trucs machin. Je dis non, c'est bizarre. J'en ai parlé à une copine, elle m'a dit bon, appelle le propriétaire, le fabricant. Et puis, alors attends, tu veux pas expliquer ton rêve? En fait, dans le rêve, en fait, quand je dis partout dans le monde, dans plein de pays dans le monde, je vendais je louais des machines, je vendais du jus de canne, de la canne à sucre. Je vendais le jus de canne en bouteille. En fait, je me suis vu, entre guillemets, un acteur majeur mondial du jus de canne à sucre. Parce que bon, il y a ça date quand même de 7 ans, le rêve, hein. Même pas de 8 ans. Mais en fait, tout ça m'a amené à me dire, tu seras un acteur majeur du jus de canne. Voire le leader mondial, en fait. Donc, quand on part de ce constat, parce que je me pose la question, heureusement que j'ai pu l'écrire. Tu t'es réveillé, t'as écrit tout. J'ai écrit tout. C'est-à-dire, la prochaine fois qu'on se verra, je te montrerai, j'ai encadré. Et en fait, il y avait toutes les étapes, en fait. De machine,
les usines, Mhm. les une holding avec une branche Asie, Afrique, Amérique, Ok. Europe. Ok. Comment dirais-je, la fabrication de machines, Mhm. comment dirais-je, la valorisation des déchets. Mhm. Tout ce que je fais à l'heure actuelle, c'est voilà, il y a pas de surprise pour moi en fait. Ok. C'est pour ça que les gens me demandent comment tu as pu imaginer ça. Je ne l'ai pas imaginé, je l'ai vu. Mhm. En fait, c'est comme si demain on donne un puzzle, tu vois l'image finale. Mhm. Après, on le On reprend donne les pièces, et juste puis les après on pièces. le balance toutes les pièces. Ouais, ouais, ouais. Toi, D'accord, t'as l'avantage juste à que par rapport à reconstruire. quelqu'un qui est à côté de toi, qui a Mhm. rien vu de l'image finale, Ouais. toi tu sais. Quand tu vois telle pièce, tu dis, ah, tiens, celle-là, elle doit aller avec Voilà, celle-là. Et t'as c'est-à-dire que déjà, ouais, je tu vois très seras bien. quand même dans une base Mhm. d'assemblage. Mhm. Personne ne sera perdu, en fait. Ouais, je vois Donc, très bien. forcément, tu seras beaucoup plus serein. Ok. Et au fur et à mesure, écoute, voilà, une fois que tu as mis la base, voilà, c'est-à-dire que et à ce moment-là, le reste, ça vient naturellement. Mhm. Donc, on est plus dans cet ordre-là, en fait. Ok. C'est-à-dire que les choses, effectivement, les gens, ils ont l'impression, je vais pas dire que je suis un génie, mais voilà, c'est-à-dire que tout le monde a, mais comment t'as pu imaginer ça? Mais c'est super, t'as pensé à ça, machin. Moi, ça me fait sourire parce qu'en fait, je ne veux pas T'as qu'on me rien donne inventé, quoi. de ce titre, en fait. Ouais. Parce T'as que, rien inventé. pour moi, c'est plus une mission. Ouais. Et quand j'arrive, quand je me présente, Mhm. je dis toujours que je n'ai rien inventé. Mhm. Je donne juste une image, une façon de voir les choses. Mais en fait, ne me prenez pas pour qui je ne suis pas. Et je Mhm. ne pense parce que moi, je ne veux pas me prendre pour celui que je ne suis pas, en fait. Tout à fait. Donc, il y a une certaine humilité à avoir quand on fait les choses, savoir pourquoi on les fait, Mhm. pourquoi c'est quoi qu'on a choisi pour les faire, Mhm. de respecter ça, en fait. Mhm. Donc, aux yeux des autres, effectivement, c'est très bien d'être plébiscité, d'être encensé sur certaines choses. Mhm. Mais on est quand même en face de sa conscience à un moment. Donc on sait que euh, peut-être la façon dont les gens nous voient, Oui. c'est-à-dire que il faut remettre les choses dans leur contexte en fait. Quelqu'un d'autre aurait pu effectivement faire ce que je suis en train de faire. Mhm. Peut-être. Mais bon, ça c'est ma façon à moi effectivement de minimiser entre guillemets ce que je fais. Ok. Ouais. D'accord. Tu fais ce rêve, tu vois tu te vois leader international de la canne à jus, de la canne à jus, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais direct après? T'abandonnes ton projet de cuisine? En fait, le projet s'est abandonné tout seul parce que C'est-à-dire? j'ai commencé le premier week-end. Ça s'est fait sur huit week-ends en fait. Mhm. Allez, 6 exactement. Le premier, je vends à peu près une vingtaine de poulets. Ok. Le deuxième, on est déjà à une trentaine. Mhm. Entre-temps, je fais des gratins de Christophine, de banane jaune, de banane Ok. plantain, de trucs. Ça, c'est des recettes de grand-mère que j'avais parce que moi, j'ai été élevé par ma grand-mère. Ok. Et ma grand-mère, j'ai une relation quand même assez particulière. Aux Antilles, chez toi, comment dirais-je, il y a l'habitation, il y a la cuisine. Mhm. Il y a toujours une petite cuisine Dehors? dehors, en fait. Ok. Et moi, ma vie, elle s'est façonnée là. Ok. Donc, sur un petit banc, entendez parler à ta grand-mère Mhm. qui te parle, et tu regardes ce La qu'elle banque fait, en en train de fait. préparer. Les trucs, Ok, ouais. d'accord. Donc, tout ce que je fais, j'ai appris ça d'elle, en fait. Mhm. Et donc le deuxième week-end, une trentaine, troisième 40. Et après, je commence à être comment dirais-je, sollicité pour des anniversaires. Ok. Les 40 ans, 80 personnes, 100 Mhm. personnes, Mhm. 120 personnes. Et dans ces événements, je commence à comment dirais-je, à trouver parce qu'entre-temps, j'ai étoffé un peu Ton la offre? cuisine. Je faisais du bami, nasi, ça c'est des plats entre guillemets plus javanais. Ok. Bon, ça part de mon séjour en Guyane parce que j'ai fait 2 ans là-bas. D'accord. Et en fait, je trouve des gens qui me demandent pour leur mariage, Mhm. 200, 300 personnes. Là, je me Ok. dis, je ne suis pas structuré. Mhm. Non, j'aime pas. C'est-à-dire que moi, je suis assez carré sur ce que je fais. Ok. Ça, c'est l'armée. En sachant que moi, quand j'étais encore à la RATP, je voulais effectivement être, comment dirais-je, chef à domicile. Donc, j'ai fait des recherches chez Ferrandi pour pouvoir. Et je me suis dit, soit effectivement, je pars sur ça, Mhm. je me forme. Mhm. J'ai de la place chez moi, je peux faire un laboratoire, mais je fais quelque chose de carré en fait. Ok. Et en fait, entre-temps, il y a eu le projet Le 4. projet. D'accord. Et en fait, j'ai lâché Mhm. et je me suis consacré depuis
à l'évolution du projet de la canne à sucre en fait. D'accord. Voilà. Quelles sont les différentes étapes de ce projet-là du coup? En fait, une fois que je prends contact avec Christophe, hein, le fabricant des machines, donc il lui explique un peu comment, c'est-à-dire que moi en fait, moi je me rapproche de lui et il me dit que ça fait 4 ans qu'il fait ça, que lui il est parti au Vietnam par rapport à une déception amoureuse avec un ami pour se changer les idées. Entre-temps, effectivement là-bas, il consomme énormément de jus de canne, donc il est tombé amoureux du jus. Il est tombé amoureux également d'une Vietnamienne qui vend du jus, elle aussi, je pense que c'est ça. Ses parents vendaient de la canne. C'est ça, je me suis et douté. qui l'a mis dans cette voie de monter le concept en Europe. Donc lui qui est venu en premier avec ce projet en fait. Donc il a fait homologuer sa machine, il l'a lancé. Sauf que je pense pour lui c'était en 2012. Le timing n'était pas bon. Son approche non plus. Et surtout sa connaissance du produit. Parce que moi, quand j'ai commencé à discuter avec lui, j'ai vu que lui, il était omnibulé par sa machine. Hein, j'ai fait une petite machine homologuée, c'est la seule, ok, pas de souci, mais il ne parlait pas de la canne. Quand je lui parlais de canne, vous voyez que c'était creux en fait. Ouais, je vois. Et de là, je me suis dit, tiens, pour moi, c'est le plus important, c'est la canne à sucre. Moi, je sais qu'il y a énormément de variétés, les goûts diffèrent. Je lui dis tiens, je vais peut-être creuser à ce niveau. Donc moi, je lui ai proposé d'avoir l'exclus sur la Caraïbe et Paris, d'acheter des machines, de les louer et de pénétrer le marché dans ce sens. Lui, il y croyait pas, hein, parce que dit bon là, en 4 ans, j'ai vendu une 40aine de machines. Toi, tu vas les louer, machin. Il dit ok. Et ça a commencé à prendre en fait. Ok. Et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que parce que bon, moi, ce que j'entends quand tu parles de lui, c'est que lui, c'était un technicien. Il connaissait bien la machine. Et souvent, le problème des techniciens, c'est qu'ils savent pas vendre, quoi. Ils te vendent pas, ils te vendent les caractéristiques de la machine, mais ils sont pas bons pour te vendre l'apport et pour aller faire en sorte que la machine délivre un service qui va être utile pour le client. En fait, avant vraiment de me lancer, j'ai fait quand même 1 an à ses côtés, hein, à la Foire de Paris, sur l'agriculture. Et donc forcément, dans la curiosité des gens, poser la question qui c'est qui a conçu la machine, c'est lui, tout ça. Mais en fait, quand les gens parlaient du canne à sucre, ils venaient me voir en fait. Ouais, que la machine ne l'intéressait pas de ouf. Ce qu'il voulait, c'est en fait, le résultat. Voilà, tout de suite, on a compris parce qu'il m'a fait la réflexion. Pourquoi c'est toi qui viens me voir en fait? Bon, je lui ai répondu juste, je pense que j'ai la bonne couleur. C'est-à-dire quand tu es dans le subconscient dans des gens, surtout des Européens, quand on parle de canne à sucre, c'est les Antilles. On m'a dit effectivement. Et ce jour-là, bon, la réponse a été instinctive, hein, c'est-à-dire que j'ai vu par rapport à sa réaction, je me suis dit effectivement j'ai un coup à jouer. Quand on parle de storytelling, de marketing, de pas mal de choses, celui qui vend son produit, entre guillemets, c'est l'ambassadeur du produit. Donc par rapport à ça, effectivement, j'ai commencé à mettre des choses en place, hein, une attitude, comment dirais-je, à me former sur la canne, avoir un discours entre guillemets vendeur. Et c'était quoi ton discours? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les gens se disent moi il faut ce type de machine là dans mon restaurant, par exemple? Parce que c'est ça, c'est surtout du B2B. On commençait vraiment à entrer dans l'ère de produits naturels. Il y avait effectivement le succès des jus d'orange pressés. Ouais, à une époque. Et j'ai commencé à constater qu'également que les gens ne connaissaient pas la canne à sucre. Donc ils voulaient absolument la tenir, la sentir. Et je me suis dit voilà, ça, quelqu'un qui a un restaurateur qui a un produit comme ça, une machine, va susciter entre guillemets de l'interrogation. Et le côté ludique, parce que les enfants jouaient, on mettait la canne, hop, il y a le jus qui sort, il y a la bagasse derrière, il y a une touche. Je me suis dit, effectivement, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc, le discours, il était orienté sur, effectivement, donner quelque chose de nouveau aux gens. Les gens viennent chez vous, ils vont venir pour quelque chose, en fait. Et tout de suite, on a constaté également que le jus de canne s'associe à tout type d'alcool. Donc, on a élaboré des cocktails que je faisais à la maison avec le rhum, le gin. Le dernier, c'est avec la Desperate pour un Monaco. C'est-à-dire se dire, tiens, ce produit-là, il sera multi-usage. Moi, je cuisine avec. Comment dirais-je? Donc, je me suis dit, tiens, effectivement, il y a un coup à jouer, effectivement, sur un produit méconnu,
mais pas tant méconnu que ça, en fait. Méconnu des Européens, mais sur Paris, principalement, il y a des Égyptiens, des Pakistanais, des Indiens, des Antillais, des Brésiliens. Tous ces gens-là, ils consomment du jus de canne, en fait. C'est leur jus, entre guillemets, populaire. D'accord. Donc, se dire, ah, tiens, et là, effectivement, j'ai vu que ces gens-là commençaient à se rapprocher de moi. De dire, voilà, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais faire découvrir le produit, mais c'est des gens qui vont le faire découvrir. Toucher sur les gens qui, eux, ont déjà l'habitude de consommer. Voilà. Mais la machine leur permettait de fabriquer eux-mêmes leur jus Comme je disais, c'est-à-dire qu'on est sur du jus pressé minute. Donc, le client, lui, il a comment dirais-je, il a une assurance que ce soit fait à l'instant T, en fait. C'est pas, voilà, on me dit que voilà, ça a été fait aujourd'hui, mais ça a été fait il y a 3 jours. Là, c'est de l'instantané. Ok. Donc ça, c'est devant le client, tu mets ta canne. Voilà. Elle broie. Elle broie. D'un côté, elle extrait le jus, de l'autre, elle extrait t'as appelé ça comment tout à l'heure? La bagasse. La bagasse. Voilà. Ça c'est des fibres les cannes. Et, donc forcément, pour l'Européen, se dire voilà, j'ai comment dirais-je, une plante. Et je bois simplement le jus extrait de la plante. Donc le mouvement écolo au niveau, comment dirais-je, toute cette tendance, voilà, de bien-être, voilà, c'est-à-dire que en fait, moi je me suis dit voilà, c'est-à-dire que j'arrive à un moment charnière, un moment clé des produits sains et naturels qui commencent entre guillemets à cartonner, qui commencent à intéresser les gens et donc il y a quelque chose à faire. Ok. Ça fait là on est en 2017. Ok. Donc ça fait 5 ans que lui il a commencé. Mais en fait, cette façon de voir ce côté naïf, ce côté entre guillemets, comment dirais-je, novateur que je veux emmener, lui il commence à me dire, tu sais quoi, ben ce que je vais faire, je vais mettre le jus en bouteille. Ok. Tout de suite, effectivement, il met le jus en bouteille. Sauf que la pasteurisation qu'il utilise n'est pas adapté selon moi par rapport au goût parce qu'il faut chauffer le produit. C'est du sucre. Quand on chauffe le produit, le sucre il sera décuplé. Donc il a fait des déclinaisons et à ma grande surprise, il a été élu produit de l'année. Donc lui il m'a dit bon, ce que je fais, je te vends la branche machine. Moi je vais devenir riche avec mes bouteilles, t'as vu, machin. Et ok, effectivement, il a été dans plein de magasins, Monoprix, tout ça. Et moi ça m'a permis de travailler sereinement. Parce qu'au départ, je lui avais dit, écoute, nous, on a le marché. Pourquoi tu veux vendre tes machines? Fais comme moi. Encore moi, je te les achète. Moi, je les vends pas, en fait. Je les loue. En louant la machine, on oblige la personne à acheter de la canne. Là, on fait comme Nescafé, Nespresso, voilà. Ça veut dire qu'on met comment dirais-je, un business en place. En fait. De récurrence. Voilà. Et en sachant que la canne conditionnée, il y en a pas, on ne la vend pas dans beaucoup de pays. Donc je me suis dit effectivement j'irai un peu plus loin, de savoir effectivement les variétés de canne. Je suis parti en Martinique, aller voir le centre technique de la canne et du sucre, discuter avec, me dire effectivement que voilà certains pays qui font des hybrides, la Barbade et la Réunion, c'est eux qui font les voilà, c'est-à-dire que chaque année ils sortent des hybrides en fait, qui sont effectivement cultivés dans de nombreux pays en fait, et c'est le terroir qui va sortir une qualité, une variété de canne. C'est toujours comme ça. Et là j'ai commencé à voyager, à me faire envoyer de la canne, à faire tester le taux de sucre. Énormément de choses en fait, ce qu'il lui il a jamais fait. Là tu devenais vraiment expert de la canne. Voilà, c'est de là que je peux parler effectivement maintenant de l'expertise dans la canne en fait. Et le ratio kilo-litre, savoir combien de voilà, c'est-à-dire j'étais vraiment au petit détail. Bon, c'est ce qui peut-être me caractérise un peu, c'est dans ce que je fais, j'aime être au petit détail près. Mais et là tu vois, tu touches un sujet que j'ai commencé à aborder beaucoup sur le podcast, qui est celui de l'hyperspécialisation. En fait, je me rends compte que pour devenir bon dans un domaine, il faut avoir cette attitude-là. C'est-à-dire, toi, tu prends un sujet, qui est la canne à sucre, et t'es pas dispersé. Tu vois, t'es pas sur la machine, sur ceci, sur cela, sur ceci. Même si t'as une connaissance 360, et vraiment, ton sujet d'expertise, c'est la canne. Et donc, t'avances. Et à chaque fois, ton expertise devient plus poussée sur la canne. Comme tu as dit, au début,
tu loues les machines. Après, tu crées un business model pour faire en sorte qu'il y ait de la récurrence sur l'utilisation de la canne. Après, tu maîtrises l'utilisation de la canne. Parce que moi, je me suis tout de suite posé cette question. La canne, d'un côté, t'as la bagasse, c'est ça? Ouais. Et de l'autre, t'as le jus. Combien il faut que t'aies de kilos de canne pour avoir combien de litres de jus? Quelle canne va être la plus pertinente en fonction de ton client? Tout à l'heure, on en a parlé tout de suite, tu nous as dit, les Asiatiques, ils veulent tel type de glycémie, d'indice glycémique, les Euro-occidentaux, un autre, les Africains, les Antillais, encore un autre. Mais ça, c'est un niveau d'expertise qui est très poussé et qu'on peut pas avoir si on n'a pas fait toutes les années que toi t'as faites dans la canne. Et maintenant, c'est comment tu fais pour monétiser tout ça. C'est encore un autre sujet, mais on va y arriver après. Oui, mais c'est-à-dire, en fait, comme je te dis, c'est-à-dire, quand tu montes un projet, quand tu t'investis, c'est pour ça que je te dis, le côté financier, tu le vois après. Mais c'est-à-dire que c'est le but qui te motive, en fait. Qu'est-ce que je veux? Je voulais juste qu'effectivement, que j'étais cette expertise. C'est-à-dire qu'un client qui m'aborde, qui me dit, bon, voilà, je suis intéressé pour proposer du canne dans mon resto, dans mon établissement. La première question que je lui poserais, quel type de client que tu as? Donc, c'est une plus-value que j'amène pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu me dis, bon, voilà, j'ai des Brésiliens. Je connais déjà, effectivement, le palais brésilien. Parce que j'ai des clients, j'ai eu la chance d'avoir des clients de partout, en fait. Donc, ils me demandent à un moment des choses spécifiques par rapport à leur communauté. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai été frappé, non. C'est-à-dire que la somme de clients a fait en sorte que, effectivement, j'arrive à avoir cette expertise. Parce qu'effectivement, j'ai un accompagnement. Ils vont venir te voir sur une semaine et te dire, voilà, comment ils veulent le retour client, voilà, ça devrait, est-ce qu'ils mettent du citron, voilà, il y a énormément de petits détails, entre guillemets, aspects qui font que moi, derrière, j'aurai une vision vraiment très spécifique sur le type de client que j'ai, en fait. Donc derrière, par rapport à ça, moi, mon but, c'est d'améliorer, effectivement, ton discours en tant que restaurateur. Tout à fait. Donc si moi j'ai un bon discours, toi, je te le transmets, ça te permet de vendre beaucoup plus. Donc derrière, que je veux vendre beaucoup plus. D'accord. Parce que quand tu parlais effectivement d'être précis de ce qu'on fait, et de ne pas être dispersé. Ça prend du temps, ça prendra le temps qu'il faut. Après, on passe à autre chose. Donc après, derrière, je me suis dit effectivement, quand moi je te dis que tu as sur une canne spécifique, par exemple celle du Vietnam, c'est 9 litres 6, c'est 9 litres 6 en fait. Donc demain, dans ton business model, ton business plan, tu sais que combien tu vas faire. Tout à fait. Donc, moi, je te le dis. Voilà, je te dis, voilà, par contre, par rapport au cocktail, tu rajoutes 10 centilitres. Parce que moi, quand je viens de voir, c'est-à-dire que c'est des choses que j'ai déjà expérimentées. Ben oui, c'est ça. Donc, moi, derrière, effectivement, je te donne un business clé en main. Sur le produit, les meilleurs produits additionnels. Tout voilà, c'est-à-dire que c'est complet, en fait. Et t'en as fait un document? T'as rédigé un document? C'est-à-dire que j'ai rédigé des cartes de cocktail, un document que je vais te remettre. Sur effectivement la spécificité de les caractéristiques de la machine, c'est-à-dire que la machine c'est 1 litre en 50 secondes. Donc derrière, c'est-à-dire que tu as, comment t'expliquer ça, les interrogations que tu pourrais avoir. Moi j'arrive, mon seul but effectivement c'est de faire en sorte que tu n'en aies plus. Donc une fois que tu es confiant dans le discours, j'ai posé une machine à l'hôtel Monte Cristo, 4 étoiles. J'ai récupéré dernièrement et c'était à Paris? C'était dans le 5e. C'est-à-dire qu'ils ont le bar 1802 qui est spécialisé dans le rhum. Tous les rhums du monde, en fait. D'accord. Et ça match très bien, tu disais tout à l'heure, la canne à sucre avec le canne, en tout cas, avec le rhum. Ils m'ont sollicité parce qu'ils étaient dans l'ouverture, Et eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de donner du jus de canne pressé en guise de bienvenue à tous les clients. En fait, c'est des clients, entre guillemets, c'est des étrangers. Mais par rapport au coût, ils ont vite arrêté. Parce que les gens, ils ont kiffé, ils ont adoré, en fait. Donc là... C'est-à-dire quoi? Parce qu'ils demandaient trop? Ils redemandaient. Donner un verre. Sauf que le client, il redemande un deuxième. D'accord. Donc forcément, en termes de coût, on commence à chiffrer, en fait. Donc ils ont vite arrêté. Et ça m'a permis de voir déjà, effectivement, comment dirais-je, d'avoir effectivement des réponses sur des clients étrangers, en fait, du monde entier. Ensuite, le bar, là où était ma machine, c'est là où ils faisaient le petit-déj au début. Parce que c'était assez petit.
Et en fait, ils ont eu l'idée de mettre un vasque avec des morceaux de canne. Donc, il y a les clients qui prenaient un morceau de canne, Ils le en voient. file indienne, ils attendaient avec le téléphone et ils étaient contents à faire ils faisaient leur jus tout seuls. Ok, Donc, je me d'accord. suis dit, tiens, c'est-à-dire il va falloir effectivement que j'approfondisse cette expérience client, en fait. Et si tu vois sur ma machine que j'ai conçue, elle est faite pour ça. Ok. C'est-à-dire que c'est une machine où T'as effectivement, conçu, c'est-à-dire. c'est-à-dire que T'as apporté des améliorations à la machine qui était construite. voilà, c'est-à-dire que moi j'avais l'exclu sur la machine parce que je m'étais dit je prends l'exclu le temps que je sache faire mes propres machines. Ok. Parce que moi je suis parti dans l'idée de maîtriser vraiment toute ma chaîne de valeur, le sourcing, parce qu'il faut savoir que la canne quand on la prend, il faut la gratter. Donc, quand vous allez aux Antilles, vous allez dans le monde entier, vous allez voir, les cannes, elles sont pas grattées. C'est-à-dire qu'il y a encore les particules dessus. D'accord. Et ça n'est pas, comment dirais-je, en termes d'hygiène, les microbes se trouvent au niveau des nœuds de la canne. Ouais. Donc, moi, je déconseille aux gens, entre guillemets, même s'il y a le côté folklorique, côté local, de boire du jus de canne où la canne, elle est pas blanche, en fait. Parce qu'il y a encore des microbes dessus. Donc, c'est-à-dire, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Donc, je me suis dit, et c'est là, effectivement, on se pose la question, pourquoi, effectivement, il y a personne qui est entré, qui a déjà réalisé ça, en fait. C'est à cause de ça. C'est à cause de pas mal de choses. Notamment ça. C'est-à-dire que il faut une machine homologuée. À l'heure actuelle, on est la seule à l'avoir. Ok. Et effectivement, conditionner la canne. C'est-à-dire qu'elle soit grattée. Pour gratter la canne avec un couteau, une canne à peu près de 2 mètres, il faut à peu près 4 minutes. Donc, c'est un travail Une canne de 2 mètres, combien de kilos sur une canne? Il faut compter, une canne de 2 mètres, ça fait à peu près 2,5 kg. 2,5 kg, t'as dit combien de litres par kilo? On est sur 1 litre. 1 litre, il faut 1,5 kg. Ok, donc t'as 2 litres. Donc, il faut déjà gratter, mais c'est-à-dire que quand comment dirais-je, tu prévois un business international, c'est-à-dire que il te faut des tonnes de canne. Bah oui. Donc, le ratio temps par rapport au conditionnement, il est pas bon. Ce sera juste de façon artisanale. Oui, ce sera très cher, en fait. C'est très cher. Et déjà, voilà. et c'est très artisanal, effectivement. Voilà. C'est ça. Nous, on a de la chance, effectivement, dans les premiers pays où on a pris de la canne, où les gens, entre guillemets, le coût de la vie est très bas. Et ils ont des techniques, ils ont mis des machines, entre guillemets, artisanales en place pour aller très vite. Ok. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est-à-dire que le conditionnement de la canne, ce serait un problème pour moi. Ouais, totalement. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai identifié des machines où je peux gratter, qui me grattent, une machine automatique, pratiquement 2 tonnes l'heure. Ouais, parce que c'est ça le vrai sujet. Voilà. Donc, c'est-à-dire que une machine qui va gratter la canne et une machine qui va extraire le jus. Voilà. C'est-à-dire que 2 machines différentes. C'est-à-dire que tu as le conditionnement de la canne. Ouais. Voilà. Et voilà, la canne, quand elle est coupée au bout d'une semaine fraîche, elle est ex-oxyde. Donc, nous, on la congèle. Ok. Pour la garder 2 ans. D'accord. En sachant que quand tu la décongèles, elle est fraîche, la canne. Voilà. Mais tu perds pas, une fois que tu as décongelé, tu perds pas des qualités nutritives de la canne. Non. Voilà. C'est-à-dire que tout ce process de conditionnement, c'est ce qui, entre guillemets, qui était la base même du business que je voulais faire. C'est-à-dire que si je maîtrisais pas ça, ça sert à rien d'envisager l'industrialisation du jus et puis le jus à grande échelle, en fait. Parce que le conditionnement, pour moi, c'est la base. Alors aujourd'hui, on maîtrise ça, en fait. C'est-à-dire que demain, si je vais au Sénégal récupérer de la canne, donc forcément en amont, je vais identifier les meilleures cannes. Ensuite, moi, je veux venir et je vais mettre une unité de conditionnement. Couper la canne, comment la gratter et l'empacter, en fait. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'est à chaque fois que j'y arrive, je puisse, entre guillemets, être autonome sur mon business. C'est ça. Voilà. Et après, il faut l'embouteiller. Une fois que tu as sorti. Après, voilà. C'est-à-dire que, voilà, c'est des trucs, voilà, la conservation. Deuxièmement, effectivement, il y avait le côté hygiène. Maintenant, la conservation du jus. C'est un jus qui s'oxyde au bout de 48 heures. Plus la canne, elle est sucrée, plus le jus, il va tourner, en fait. Quand on dit tourner, c'est-à-dire que il va pas forcément tourner, mais il va brunir. Donc, il y a le processus de fermentation qui commence, en fait. Une fois que le jus, il est au contact de l'air, c'est pour ça qu'il y a une différence de couleur. Je te montrais tout à l'heure. Le jus, il y a énormément de sucre, il va brunir. Voilà. Et moins il y a de sucre, et plus tu vas pouvoir conserver le jus. Donc, j'ai des variétés où je peux les conserver pressées.
au bout de jusqu'à 10 jours. C'est par exemple des Antilles, où il y a un taux de soleil assez bas, parce qu'il faut savoir que la canne, entre guillemets, elle sera sucrée en fonction du taux de soleil, d'ensoleillement que tu as. Ok, d'accord. Donc après, t'as des pays, par exemple, la canne d'Espagne, par exemple. Parce que les gens sont toujours étonnés quand je parle de canne d'Espagne. Ouais, on connaît bien les oranges, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a de la canne là-bas et la petite histoire, la première variété de canne qui est entrée en Martinique est sur l'Espagne. Ok. Vous avez un musée de la canne en Espagne. Mais avant, il n'y avait pas de canne en Martinique, ah non, ça a été importé? Pas tout, ça a été importé en fait. Mais parce qu'en fait, les gens ils pensent que, c'est pour ça que je dis, c'est-à-dire que moi j'ai commencé le business, c'est vraiment compliqué parce que l'antillais pense que il y a de la canne endémique en fait. Oui, mais moi j'ai toujours que ça, comme le manioc. Enfin, non, justement, et là ce que tu es en train de me dire, c'est comme le manioc. Parce que le manioc aussi, à la base, c'était pas africain. Ça sort de Guinée équatoriale. Mais même avant, avant, c'était en Amérique latine. Non, en fait, la canne à sucre. Ah oui, c'est la Guinée équatoriale. Ok, d'accord. Tu iras sur Wikipédia, ils vont te dire, voilà, soit c'est la Chine, c'est Guinée, plus que c'est la Guinée. Okay. Et puis derrière, voilà, à la base, il y avait 4 variétés de canne dans le monde, hein. Ils en ont fait 5000 hybrides. Ok. Voilà. Et donc apprendre, c'est-à-dire que faire connaître ce fait, c'est compliqué. Parce que moi, je me rappelle mes débuts à la Foire de Paris ou sur l'agriculture, faire comprendre à un Antillais qui cette canne-là, c'est pas des Antilles. Il était outré en fait. Mais les gens ils me disaient, moi, je connais la canne, je suis né dedans, ou je suis né comment ça fait non, c'est la vie, elle a commencé avec tu connais la canne qui est vachée. Non, en fait, tu penses connaître la canne, mais tu ne la connais pas. Ok. Voilà. Mais et là, bon, je pense que j'ai pas envie de perdre les gens avec le détail trop technique, mais ce qu'on comprend, c'est que tu as une maîtrise pointue de la canne. Ça t'a permis d'être consultant finalement au départ sur ton business qui était de vendre le jus. À quel moment tu te dis, il faut que je crée une usine? C'est, comment dirais-je, parce qu'en fait, on a commencé en 2018. Sur 6 mois, on a eu à peu près 5 ou 6 clients. Okay. On a donné à peu près 60 000 euros de chiffre d'affaires. La deuxième année, en 2019, on est à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais à peu près avec une dizaine de clients. Mais c'est une dizaine de clients, c'est Portugal, Belgique, Suisse et Martinique. Pas beaucoup sur la France hexagonale. Voilà, c'est-à-dire qu'on a été demandé. Moi, j'ai côtoyé des réseaux sociaux, j'en ai pas. C'est-à-dire que les gens, c'est bouche à oreille. Voilà, les gens ont su que c'était voilà, à travers ce que je faisais, les vidéos que je faisais sur les foires. Je sais pas si tu connais Château Forme. Non. Château Forme, c'est de l'eau, non? Non, c'est-à-dire en fait c'est ils font des séminaires, c'est du nom français en séminaire. Donc ils ont à peu près 70 châteaux. D'accord. Que dans des endroits entre guillemets d'exception. OK. Et donc on a fait une prestation pour quelqu'un que j'ai accompagné sur des soirées du président, ces soirées vraiment select sur avec le capitaine d'industrie tous les 2 mois. Et eux ils ont vu effectivement l'engouement qu'il y avait dans la soirée pour le jus de canne. Ils m'ont contacté pour pouvoir ils ont essayé, disons, le projet, disons, la machine, l'ont proposé à peu près pendant 3 ou 4 mois aux clients. Ça a plu. Et en fait, ils m'ont invité au truc d'été, une sorte de campus d'été, où ils présentent des nouveaux produits. Et tout de suite, la direction, elle a validé pour équiper les 70 châteaux. Ça, c'est juste avant le Covid, en fait. Et donc, j'avais le groupe Carrefour qui est venu, Métro, voilà, j'ai commencé à avoir pas mal de sollicitations. Même, on a fait une démo pour Danone. Et de là, je me suis dit, et les gens, ils me posaient la question, mais vous envisagez de mettre le jus en bouteille, voilà, ce sera peut-être effectivement pour un autre type de clientèle, tout ça. Donc forcément, ça trottait dans ma tête, et en sachant que sur mon, comment dirais-je, quand j'ai fait mon rêve, cette étape-là, elle y était, mais elle y était vraiment à N plus 6 ou 7 de business en fait. Et tout de suite, il y a eu le Covid. Donc forcément, tout le business. Et les gens m'ont appelé pour me demander comment on pouvait faire. Je dis voilà, c'est mort. Voilà, c'est. Et au fur et à mesure. On savait pas pendant combien de temps ça allait durer. On savait pas. Après, comme quelques clients me demandaient si je pouvais presser le jus dans les bouteilles, congeler, et ils l'ont envoyé, livrer tout ça. Et t'arrivais à livrer congelé, enfin très frais encore. Mais en fait, moi, quand je mets le jus, je peux le congeler. Je vois que je le congèle pendant 2 ans.
C'est-à-dire, moi, en fait, c'était que sur Paris. Mmh. Je me dis, je pouvais me déplacer. Mais Mhm. je me suis dit, voilà, c'est-à-dire que le jus, il est vendu de façon artisanale. Moi, je veux en faire un jus premium. Ouais. Je ne peux pas adopter l'attitude, Mmh. la Et même pourquoi tu attitude, voulais faire un jus premium? parce que j'ai tout de suite constaté que, en fait, c'est même pas, c'est-à-dire que moi, je voulais, entre guillemets, l'enlever de bord de route, hein. Parce que Mhm. quand on voit le jus de canne en Inde, au Brésil, au truc, aux Antilles, c'est vendu en bord de route, Ok. de façon artisanale. Ok. Moi, je me suis dit, ça, c'est pas une façon de vendre ce jus. Il va jamais se vendre, il va jamais il sera jamais valorisé Ok. si on le vend comme ça. Mmh. Et entre temps, on a quand même les échos du jus de l'eau de coco, Ouais. qui est peut-être vendu comme ça, mais qui a fait un bond, qui a percé Ouais. à travers effectivement le jus en bouteille. Ouais. Je me dis peut-être que je peux effectivement avoir la même trajectoire que l'eau de coco Mmh. en essayant de mettre le jus en bouteille. D'accord. Et donc du coup, je me dis je vais attendre. Et en attendant chez moi, je continue à travailler et je vois passer réindustrialisation de la France. Voilà, c'est-à-dire vous pouvez postuler pour monter une usine. Je me dis, tiens, pourquoi pas? Opportunité. Opportunité. Sauf que moi, j'ai jamais monté, j'ai jamais, moi, je n'ai pas cette expérience-là. Mhm. Je vois avec la personne qui m'accompagnait au niveau financier à l'époque, qui était en Guadeloupe. Mhm. Expert comptable, tu veux dire? Elle avait les qualités d'expert comptable, mais elle était plus elle faisait du coaching également. Ok. C'est-à-dire qu'on travaillait ensemble, elle faisait mes business plans. Mmh. Voilà, c'est quelqu'un qui, comment dirais-je, avec qui j'ai collaboré pendant 1 an et demi. Mhm. Et on décide de répondre à l'appel à projet. Sauf que il y a un pavé comme ça. Mhm. Et tant bien que mal, on réussit. Moi, je me suis dit, je m'occupe de tout ce qui est rédactionnel. Ok. Parce que j'ai quand même pas mal d'aptitudes à ce niveau. Ok. Même si effectivement, j'ai pas fait beaucoup d'études, mais Peut-être des facilités. ouais, ça de rédaction et surtout tout ce qui est orthographe, grammaire, voilà, c'est-à-dire que je me passionne pour ça en fait. Ok. Et en fait, le jour où on devait remettre le Dossier. le dossier, on n'arrivait pas. Elle était en Guadeloupe, il y avait un décalage horaire. On n'arrivait pas à l'entrer dans le serveur en fait. Il était trop lourd? Ben non, en plus. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas, c'est-à-dire que ça a bloqué. C'est-à-dire celle qui voilà était vraiment désolée. Je me suis dit, c'est pas grave. Il y a rien qui se fait par hasard sur cette terre, en fait. Et effectivement, on n'a pas réussi. 3 mois après, on a eu les résultats. C'est que j'ai constaté que si on avait déposé le dossier, c'est-à-dire que ça aurait pas été retenu parce que on rentrait pas dans la cible, en fait. Ok. Il y a eu un deuxième Appel à projet qui était un peu plus souple. Et de là, effectivement, on a pris un cabinet, on s'est fait accompagner. Et, là, ça en fait, ça a fonctionné, en fait. Voilà. Donc c'est comment dire ça, c'est l'histoire entre guillemets de la mise en place de l'usine. Hein. Et le problème c'est que on a fait un projet usine, mais j'avais aucune notion voilà de comment créer. J'ai appelé 2 ou 3 sociétés, j'ai été voir 2 ou 3 usines pour savoir à peu près comment ça se passe. Mais c'était pas vraiment profond comme connaissance, comme désir en toi, quoi. Tout à fait, mais c'est-à-dire que comment dirais-je, pour résumer ça, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ça, on l'a déposé en 2021, on a été lauréat en 2022, donc ça fait déjà pratiquement 3 ans. Ouais. On était sur 1,7 million de dépenses. À l'heure actuelle, on est sur 3,2 millions. Et là, maintenant, je maîtrise, entre guillemets, le montage d'une usine, en fait. Ça a pris du temps. On a eu des subventions assez élevées, que la moitié. Là, effectivement, on a eu de la chance parce qu'en fait, on a eu des reports. Là, j'ai un report jusqu'à juin, hein, pour la deuxième partie. Mais tant que le plan de financement n'est pas bouclé, vous ne pouvez pas prétendre aux 50 comptes. Voilà. Et on vous met quand même la pression parce que c'est la BPI. L'avantage que j'ai, c'est un projet d'État. C'est-à-dire que c'est un financement d'État, en fait. C'est l'État, c'est la préfecture qui a décidé de retenir le projet. Ok. Donc, on était 5 lauréats. Donc la préfecture de Martinique. Parce que moi, j'avais la possibilité de mettre l'usine sur Paris. C'est ça. Pourquoi t'as pas retenu? Parce que, bon, après, France 2030, c'est France. Et que ce soit Outre-mer ou Hexagone, ça fonctionne normalement. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ce projet-là doit exister en Martinique? En fait, lors de la rédaction,
La dernière question, c'est qu'est-ce que vous emmenez comme plus-value au territoire? Sur Paris, dire que je ramène effectivement le jus de canne, la canne ou encore le truc, pour moi ça faisait pas sens en fait. Je me suis dit tiens, à Martinique, effectivement, sur un produit entre guillemets qui fait partie des parce qu'en fait la Martinique elle est comment dirais-je, elle est boostée par la vente de bananes, l'exportation de bananes et la transformation de la canne à sucre. Donc ramener une usine à Martinique et disant que moi je deviens une alternative au sucre et au rhum, ça faisait tout son sens en fait. Voilà. Et derrière, la valorisation des déchets, c'est-à-dire que les déchets, les donner aux animaux, les transformer, c'est-à-dire faire de l'alcool pharmaceutique pour avec les invendus de jus, pour faire du miel de canne. Il y avait vraiment tout était fait entre guillemets pour la Martinique. Un projet. Il y avait vraiment un projet. Et après, en creusant un peu, je me suis dit, mais en fait, des acteurs industriels, il y en a pas beaucoup entiers en fait. Que les béquets, que les métros. Ça va faire peut-être sens au niveau de la jeunesse. C'est peut-être effectivement maintenant de servir d'exemple. Mais alors, c'est intéressant ça. Je pense que bon, tout le monde sait aujourd'hui que l'économie martiniquaise et peut-être dans une moindre mesure guadeloupéenne, mais c'est vrai aussi en Guadeloupe, est tenue par un groupe de personnes. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que d'un point de vue économique, parce que là j'entends la justification en termes de sens, en termes de symbole, tu vois. Et d'un point de vue économique, qu'est-ce qui est plus pertinent, installer là-bas ou installer ici, si tu fais le comparatif? Comparatif, moi, quand je vends mon litre de jus sur les foires de salon, c'est entre 12 et 15 euros le litre. Pas donné. Le jus de la Martinique, moi, voilà, ça dit que je peux aller jusqu'à 6 ou 7 euros le litre. Voilà la différence. Déjà. Ensuite, effectivement. Et attends, entre 6 et 7 euros, excuse-moi, entre 6 et 7 euros et entre 15 euros, les 9 euros, là, c'est de la marge pure. Donc, il y a ça. Après, j'ai des gens, c'est-à-dire qu'en fait, on est, en termes de volume, ici, c'est-à-dire que quand je parle de métropole, je parle de l'Europe, en fait. C'est-à-dire que, il y a un volume quand même assez impressionnant en termes de clients potentiels, Et surtout, la question entre faire découvrir un produit et redécouvrir, elle a pris tout son sens dans l'écart de prix également. C'est-à-dire que ce serait compliqué à quelqu'un de réapprendre comment utiliser le produit, comment le percevoir. Alors non, mais du coup, c'est autre chose. Ce que moi, je comprenais, c'est que tu avais fait le choix d'aller aux Antilles parce que même si ça te revenait plus cher de créer, enfin, t'arrivais à vendre moins cher aux Antilles que par rapport à ici. Mais ce que je comprends, c'est que si tu le vends ici 15 euros, c'est parce que les coûts sont plus importants ici qu'aux Antilles. Non, c'est-à-dire en fait, comment dire ça, là-bas quand je vais vendre mon jus, je dis à un Antillais, je vends du jus de canne. En fait, il connaît le produit. Mais le problème, c'est que sa perception du produit, comment il le perçoit, parce qu'en fait, quand je dis jus de canne, il va voir bord de route. Et donc, il va pas le voir cher. Voilà. C'est-à-dire qu'il va pas comprendre le prix que je demande pour le produit. Quand un client en métropole qui n'a jamais bu de jus de canne à sucre, pour lui, c'est une aubaine de faire venir un produit et le faire découvrir. Donc j'avais bien compris. Voilà. Donc, voilà. Dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y avait rien, entre guillemets, je vais pas dire de positif, mais financièrement, de mettre l'usine Martinique qu'en métropole. Et justement, alors là, pour le coup, c'est ça, moi, qui m'interpelle. Et je vais t'expliquer pourquoi ça m'interpelle. Tu vois, je t'avais parlé la dernière fois quand tu étais au téléphone de Fanon. Tu vois, du film. Et nous, on a fait toute une opération pour soutenir Fanon. Et parfois, certains peuvent comprendre, se demander, mais pourquoi vous soutenez Fanon et vous soutenez pas un autre film? Je vais pas citer de nom. Mais il y a d'autres films qui vont sortir là et qu'on va pas soutenir particulièrement. Et en discutant, moi j'avais l'idée, mais ça s'est encore plus marqué en discutant avec les personnes avec lesquelles on met cette opération Black Strike. Ils me disent, on s'est dit, toute l'énergie que le producteur et le réalisateur a mis faire un film comme Fanon, avec l'impact que ça va avoir sur notre communauté,
En fait, ils auraient pu le mettre dans un film qui va faire une comédie, tu vois, où tout le monde est à moitié à poil, Ouais, enfin, tu vois, faire un truc qui va pas nous élever. Ouais. Mais si ils prennent ce risque-là, ce risque économique, pour faire un produit qui va être fort et qui va être important pour la communauté, ben nous, notre rôle, c'est de soutenir. Et là, c'est la même chose dans ta situation. C'est-à-dire que si tu faisais une analyse purement chiffres sur un business plan, rentabilité, boum, 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 en fait, tu vas pas aux Antilles, tu vois. Ah, tout à fait. Tu vois, tu laisses ton usine ici, tu prends tes 15 €, mais toi, tu te dis, moi, mon projet, il va au-delà de la rentabilité économique. Parce que il faut revaloriser le jus de canne, il faut dynamiser le pays, il faut faire vivre l'écosystème économique. Et donc, si toi, tu fais ce sacrifice-là pour faire en sorte que le produit survive et pour apporter cet impact, ben, le moins que l'écosystème puisse faire, c'est de soutenir le projet. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que et de là, effectivement, je me suis dit, mais pourquoi pas aller beaucoup plus loin, parce qu'en fait, effectivement, les acteurs industriels, voilà, c'est des béquets, c'est des métros. Le fait que moi j'arrive, je pense qu'il y a d'autres acteurs industriels antillais, mais c'est-à-dire que c'est quand même un produit, comment dirais-je, particulier. Ouais. Et donc moi j'avais cette intention au départ et je me disais mais fais attention au béquet, je vais arriver là-bas, même ma famille, personne aucun béquet n'a fait ça parce que le béquet ça reste comme une référence. Ouais. Comment tu veux te permettre de dire que tu seras le numéro 1 mondial de devant les béquets et alors que personne n'a fait ça. Mais en fait je n'ai même pas de réponse parce qu'en fait c'était évident pour moi en fait. Et moi je souriais, c'est tout. C'est-à-dire je dis ben voilà, c'est-à-dire vous verrez ce que vous allez avoir, c'est tout. Maintenant, faut savoir que quand comment dirais-je, j'ai décidé effectivement de mettre l'usine, je me suis dit tiens, je me mets à la place du petit jeune qui est sous un manguier, je me dis oh même mec là avec son jus de canne, il est partout dans le monde, monter une usine ici, avec la mangue, je peux faire quelque chose en fait. Tout à fait. Donner une idée. C'est-à-dire tiens, c'est un produit quand même qui nous tient à cœur, qui est historique, qui est spirituel, si on va un peu plus loin dans la réflexion, c'est quand même un antillais noir, en fait. On parle de jus de canne dans le monde, mais on parle effectivement de nous. Et ça, c'est fondamental. Parce que quand on va parler de pâtes, on va parler peut-être d'Italie, bien sûr. Je sais pas, même au niveau des quartiers de Paris, quand on parle de certains quartiers, on parle du 13e, on sait que c'est des Chinois, hein, mais nous, les Afro, on parle de Noukran, en fait. On parle de Noukran. C'est un sujet. C'est-à-dire que, alors aujourd'hui, si tu regardes bien, le rhum, c'est l'alcool le plus vendu en France. Ah ouais? Un des alcools, entre guillemets, qui monte. Ok. D'accord? Je savais pas du tout ça. Le plus vendu en France? Disons. Ou celui qui a la plus grosse progression? En fait, c'est la plus grosse progression. Nous, en Martinique, effectivement, on a le rhum AOC, hein. Le seul au monde. D'accord. Donc, on voit vraiment l'engouement qu'il y a pour le rhum. Et en fait, se dire effectivement, comment dire ça, mondialement, on est connu par rapport à ça. Parce que pour revenir à certains clients que j'avais en Europe, j'avais de la crédibilité parce que je leur disais que j'étais martiniquais. Ouais, forcément. Donc là, on parle pas de rhum, on parle de jus. Comme on parle de canne, donc forcément, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est très important comment le client il te voit. Ouais. Quel impact que t'as sur le produit que tu vends en fait. Est-ce que tu l'incarnes? Est-ce que voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de et de là, j'ai commencé à prendre conscience effectivement de l'impact que je pourrais avoir dans mon discours et dans mon comportement, c'est-à-dire que comment je le vis déjà le produit, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas le jus de canne, je ne connais pas, mais je veux t'en parler, je suis sûr et certain que je peux vous donner envie de consommer. Parce que tu as parlé tout à l'heure en off, tu parlais de toutes les vertus du jus de canne, est-ce que tu peux les donner ici? Alors, c'est-à-dire que pendant que ceux qui nous écoutent tapent vertu du jus de canne, ils vont prendre à peu près 2 minutes pour lire. Voilà. C'est-à-dire que tu as tout ce qui est vitamine B12, B6, oméga 3. C'est bon pour les cheveux, la pose de cheveux. T'as un indice glycémique assez bas. C'est un antioxydant. Il y a énormément de vertus en fait. Et même pour les sportifs, c'est un booster, hein, c'est-à-dire que pendant l'effort, vous prenez, ça vous booste. Après l'effort,
Donc c'est pour ça qu'on commence à travailler. On a commencé à travailler avec l'INSEP, certains, comment dirais-je, grands sportifs, hein, Ok. à qui on donne du jus de canne pour les entraînements, pour avoir un retour, hein, Ok. et dans la récupération. Donc moi, en tant que sportif, quand je le prends, je sais que pour la récupération, c'est établi. C'est pas effectivement dans j'ai écrit, donc j'ai lu, voilà, ça veut dire que j'ai expérimenté en fait. Ok. Je te dis que c'était très important pour moi dans tout ce que je faisais, d'avoir un retour personnel de ce que je suis en train de dire en fait. Donc si on revient effectivement sur l'usine, je sais que ça a eu un impact sur la jeunesse en fait. Donc se dire effectivement pas abandonner l'aspect économique, l'aspect financier, mais se dire que il y a des priorités dans ce qu'on veut faire. Ouais. Mais l'idée, c'est d'avoir les deux, tu vois. L'idée, en c'est fait, d'avoir même des... si tu vas pas maximiser, parce qu'en fait, on est dans une société où les gens veulent maximiser la rentabilité. Ouais. Tu vois. Quand on délocalise, c'est parce qu'on veut maximiser. Peut-être qu'on gagne 10, on se dit, je vais gagner 15 ou 20, je vais délocaliser. Et j'ai l'impression qu'on est un peu en train de revenir de tout ça. C'est pour ça que là, on est en plein dans le début du deuxième mandat de Trump. Et tu vois que Trump, t'as vu comment il casse tout, et il veut, pour reconstruire, reconstruire sur place. Ouais. Alors que dans les années qui étaient précédentes, les années d'avant, les gens, ils avaient aucun problème à dire, on va délocaliser en Chine. Ça va faire en sorte que les Américains vont avoir plus de pouvoir d'achat, et parce que les produits vont coûter moins cher, et plus de pouvoir d'achat, ça va faire tourner l'économie. Mais en faisant ça, ils ont compris que ils vendaient les bijoux de famille. Tout à fait. Ouais. Et donc de comprendre que tout ce qui compte, c'est pas gagner l'argent à court terme. C'est-à-dire garder les industries dans le pays, c'est aussi une manière de gagner de l'argent, de garder de l'argent, mais à long terme. Et là, l'entrepreneuriat que toi t'es en train de faire, c'est celui-là, c'est un entrepreneuriat qui est plein de sens, qui est pas juste entreprendre pour maximiser mon profit, mais pour faire en sorte qu'il y ait un impact véritable et générer de la richesse générationnelle presque sur le localement, quoi. En fait, j'ai eu la chance quand même par rapport à le fabricant de machines, ouais. qui a continué son business, mais en fait, j'ai appris très vite, comment dirais-je, en fait, du fait que son usine, entre guillemets, il faisait produire son jus au Vietnam. Et comment les gens réagissaient en fait. Au Vietnam. Vous faites le jus, il vient du Vietnam, hein, super, machin. Mais en fait, non. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, en fait. Et il a jamais réussi à vendre son jus. Alors aujourd'hui, effectivement, il m'a proposé de racheter sa branche, voilà, de me vendre, parce qu'il constate que, effectivement, 12 ans après, pratiquement, ça décolle pas. Ça décolle pas, en fait. Ouais. Et moi, j'ai mis, pour être transparent, à peu près 40 000 euros dans ma société en 7 ans. Et on a mis 10 fois plus. Voilà. À peu près. Okay. L'agent perso, hein, c'est-à-dire voilà. Et en fait, comment dire, ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement on peut avoir de l'argent, mais si on n'a pas de vision claire, ça sert à rien en fait. Tout à fait. Ça sert à rien. Maintenant, effectivement, je pense que je suis dans le cas de personnes qui ont des visions, une mission, mais qui n'ont pas forcément d'argent. C'est un peu plus compliqué, mais heureusement, on trouve toujours, effectivement, à un moment ou à un autre, des gens, les partenaires financiers, qui vont adhérer, en fait. Mais tu sais, plus que ça, je sais plus à quelle occasion j'avais commencé à travailler là-dessus, mais ils expliquent quel est l'entrepreneur dans sa phase basique, tu vois. Ouais. Et ils parlent de Schumpeter. Schumpeter, c'est celui qui a beaucoup théorisé ce terme d'entrepreneur, tu vois. Ok. Et lui, dans ses écrits, l'entrepreneur, c'est celui qui a les idées, qui a la vision. Et là, ce que toi tu décris, t'es purement d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on croit que l'entrepreneur, c'est celui qui a des fonds, mais pas du tout. En fait, l'entrepreneur, c'est celui qui a la vision, qui a un projet, tu sais, un peu le savant fou, là. Il dit, vas-y, moi, je vais créer ça. Et après, il s'allie à un financier qui, lui, va lui mettre les fonds pour faire que son projet, il soit réel, tu vois. Et on peut pas créer, j'ai l'impression, je pense que tu peux pas créer un projet qui soit extraordinaire si t'as pas cette vision un peu folle, tu vois. Je pense que un Musk, il est pas équilibré psychologiquement. Bon, au-delà du fait que c'est un raciste pas tenté, mais il est pas équilibré parce que il se dit, je vais envoyer une fusée sur la Lune et la ramener, qu'elle revienne. C'est du jamais vu.
je veux faire marcher l'homme sur Mars, je veux faire une voiture, c'est un ordinateur avec des roues, enfin, tu vois. Mais il arrive à s'allier à des financiers. Comment toi tu vois ça? En fait, moi, je vais dans ton sens où je pense qu'à un moment, les gens qui sont autour de moi ou qui étaient autour de moi avaient peut-être cette idée de moi, se dire, bon, il est bien sympa, mais en fait, il est à l'ouest, en fait. Il veut faire ci, il veut faire ça, c'est, voilà, quoi. C'est-à-dire, t'as pas d'argent, et si comment dirais-je, je fais un petit rappel sur ma famille à Martinique qui compare tout au béquet parce qu'effectivement ça reste quand même des gens entre guillemets qui font du business, un business particulier, mais qui font. Ils me disaient voilà, t'es pas béquet, qu'est-ce que tu penses que tu vas voilà, te concurrencer ou mettre des trucs en place en fait, t'as pas d'argent. Sauf que oui, j'ai pas d'argent, j'ai des idées. Maintenant, c'est à moi de faire en sorte que mes idées, entre guillemets, intéressent quelqu'un qui a de l'argent. C'est-à-dire que le business, c'est quoi? C'est-à-dire que on peut pas tout avoir dans le monde, en fait. T'as un écosystème, ça s'appelle un écosystème. T'en as qui ont de l'argent, t'as ces idées, machin, on croise de tout, machin, pour effectivement réussir. C'est ça. Donc, à un moment ou à un autre, j'ai eu cette chance que, effectivement, après le Covid, les investisseurs, c'est-à-dire même maintenant, jusqu'à maintenant, sont très orientés sur des produits ou encore des projets éco-responsables qui ont du sens par rapport à avant. Moi, comment dirais-je, j'ai eu cette chance de travailler sereinement. C'est-à-dire que j'ai pas forcément eu de pression parce que quand on parle de Covid, les gens me disent ouais mais ça t'a cassé dans ton élan, tu aurais pu. Non, c'est-à-dire que j'aurais peut-être pu avoir des opportunités avec la machine de quelqu'un d'autre. Et le fait que ça fonctionne, de plus avoir cette idée de faire mes propres machines. C'est-à-dire que comment dirais-je, tout est comment dirais-je, tout est séquencé en fait de ce qu'on fait. C'est-à-dire que le pourquoi va conditionner le comment j'ai fait le truc parce qu'effectivement il y a pas ça. Et le fait de tout avoir dès le départ, ça aurait été facile, mais je pense que je me serais déjà planté ou encore c'est vrai. voilà, c'est-à-dire que à l'heure d'aujourd'hui où mon projet il est abouti, qu'est-ce que je vois? Je vois que le roi Merlin, Vévor, ils vendent des extracteurs de jus de canne. Ok. Ces gens-là, selon moi, ça c'est des arguments que je donne, que j'ai donné récemment aux investisseurs. Si des grandes antennes commencent à s'y intéresser, c'est que il y a peut-être quelque chose. Tout à fait. Peut-être que c'est moi qui le dis de façon prétentieuse, mais vous allez le constater. Là, qu'est-ce qu'on voit? La semaine dernière, un Corse qui a fait 70 tonnes de canne à sucre. Ok. D'accord. Donc, on commence à voir effectivement que au fur et à mesure, à Montpellier, il y a un mec qui a fait 200 bouteilles de rhum en fait, avec une petite récolte. Et tout ça, effectivement, si effectivement on a une vision un peu plus large, je ne suis pas dans ma sphère me dire oui, le jus de canne, non. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'heure actuelle me donne raison, en fait. Comment les gens voient le truc. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai identifié, plein de choses qui se font avec les fibres de canne. Donc, d'ailleurs, la bouteille de jus, de mon jus, c'est une bouteille en fibre de canne. Du plastique, en fibre de canne. Voilà. Ça veut dire que je t'ai ramené, tu verras, effectivement, c'est une bouteille. Ok. Voilà. C'est-à-dire que. C'est du plastique, on est d'accord. C'est du plastique. Je peux te la montrer tout à l'heure si tu veux. Ah, c'est pas celle que j'ai bu, là. Ah, non. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire que, alors aujourd'hui, voilà. Celui qui a créé, il m'a pas attendu. Donc, j'ai un ami qui fait des pailles en fibre de canne, biodégradable. Ouais. Et ça, en plus, tout ça fait partie des sujets du moment. Voilà, je peux vous donner le nom de personnes qui font de la déco avec des matières en fibre de canne. Ouais, c'est la matière première de beaucoup de choses intéressantes. Des briques, en fait, pour construire les maisons. Ouais. Et en fait, j'ai cette chance où les gens m'envoient des vidéos, des trucs par rapport, ils m'ont identifié en tant que spécialiste de la canne. Voilà, c'est-à-dire que et c'est marrant en fait parce que j'ai tout le temps des vidéos, des sollicitations sur des produits à base de canne, voilà ce qui a été fait, voilà. Donc je me dis effectivement sans communication excessive, les gens m'ont déjà identifié. Donc effectivement avec une bonne structuration, dans mon ambition d'être numéro 1 avec autour d'un écosystème de la canne à sucre, c'est pas utopique en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai posé les bases entre guillemets par rapport à ma vision
mon acharnement C'est ça. pour effectivement, à l'heure actuelle, effectivement prétendre à être, en fait. Ouais. Voilà. Mais les 7 prochaines années, donc, parce que là, comme tu as un plan, j'entends bien, ces 7 prochaines années, là, on a fait un cycle, elles vont être consacrées à quoi alors? Mais écoute, j'ai Construction identifié d'usine. cette année comme le lancement de tout, hein. Parce qu'il faut savoir que là, j'ai arrêté les foires et les salons D'accord. parce qu'on a identifié les aéroports, les parcs d'attractions, les zoos, les centres commerciaux Ok. pour effectivement, ça s'appelait la Maison Canelli. Ce sont des bars à jus. On va proposer le jus de canne pressé et Ok. également à peu près la dizaine de cocktails qu'on a à base de jus de canne à sucre. Ok, d'accord. Voilà. On a eu la chance, donc c'était le client de Christophe à qui j'ai commencé. C'est le plus grand zoo de Belgique. Paris Daisy. Dans le zoo? Le zoo. Ok. Voilà. Et Paris Daisy, hein. Et en Paris? fait, c'est, si je me rappelle plus sur le nom, je crois que c'est Paris Daisy. Voilà. Ok. Et en fait, ils ont eu la licence de bébé panda. Mhm. Il y avait une Vietnamienne qui y travaillait, elle connaissait Christophe. Mhm. Ils ont fait, donc il y a la pagode. À l'entrée de là où se trouvaient les pandas, ils ont mis 2 kiosques. Ils ont mis 3 machines. Je crois qu'ils étaient pas trop loin des 300 000 balles au bout de 4-5 mois voilà, le petit verre De chiffre d'affaires? avec le jus de canne. Ok. Il était à 5 balles, en fait. Étant un verre à 25, 20 centilitres. Voilà. Alors je me souviens des prix au litre, là, je vois la marge, elle est sérieuse. Ok. Ensuite, nous, on y allait, j'y allais faire de la prospection et puis les orienter sur les trucs. Ils ont commencé à proposer du jus de canne avec du gingembre, avec du citron, avec du whisky, du rhum. Ok. Et dernièrement, ils ont proposé des granités pour les enfants, en fait. Et la bagasse, ils les prenait pour les éléphants. Donc, ils ont fait tout un circuit. un truc. Donc, c'est ce genre de comment dirais-je, d'exemple. Ouais. Qui me confirme dans mon ambition, en fait. Donc, je me suis dit, tiens, c'est-à-dire que, dans les aéroports, en fait, les endroits à fort passage, on va proposer autre chose parce qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont tous à la recherche de produits nouveaux, en fait. Mais il y a un gros travail, en fait, de communication et de force commerciale. C'est ça. Tout à fait. Parce que, mais une fois que tu as créé l'usine, est-ce que tout le budget va être dans l'usine? Est-ce que tu auras encore des fonds pour aller faire tout le reste? C'est-à-dire que là, on est sur l'usine à Martinique, mais j'ai déjà identifié une usine qui va me servir de prestataire pour l'Île-de-France. Ok. Voilà. Donc pour la petite histoire, je pense que l'usine que j'avais identifiée, ça fait déjà 2 ans, mais en fait, à 1 mois de signer le contrat, commencer la commercialisation du jus en bouteille, parce qu'en fait, ils ont, comment dirais-je, parce que nous, on sera en pression à froid. Ok. Donc, ils avaient tous les éléments pour pouvoir nous produire. Ils sont tombés en faillite, en fait. Ils sont en liquidation. Ok. Donc, ça a été repris. Donc, depuis, on est en négociation. Il faut savoir que l'usine, une fois qu'elle commence à Martinique, les produits seront déjà sur la métropole, en fait. Et le budget, nous, qu'on a établi pour l'usine, entre guillemets, entre les prêts bancaires, les comment dirais-je, les subventions, voilà, c'est un budget usine. Quand je te parlais des investisseurs, là, on est dans la phase où on sommes en train d'accueillir des investisseurs. Voilà. Et ça, eux, ils vont apporter les financements. Ça, c'est pour le côté, effectivement, voilà, c'est-à-dire la holding. C'est-à-dire que ça partira d'un hub à Rungis, parce que j'ai constaté que mes fournisseurs font appeler les clients qu'ils ont en Europe pour que moi, je les rassure, en fait. C'est-à-dire que j'ai des gens qui m'appellent de Bulgarie, de Roumanie, pour effectivement se rassurer par rapport aux clients, aux fournisseurs qu'ils ont. D'accord. Donc, je me suis dit, tiens, effectivement, ça ferait plus de sens d'avoir un hub à Rungis, parce qu'on est en Europe. Une fois que la canne est arrivée, ça veut dire qu'elle, comment dirais-je, elle rentre dans tout ce qui est, comment dirais-je, hygiène, voilà. Ça veut dire que c'est un produit, entre guillemets, apte à circuler en Europe. Tous les cannes. Et les gens, effectivement, seront beaucoup plus rassurés d'acheter la canne à Rungis que au fin fond de l'Asie ou encore même en Martinique, tu penses? En fait, faut bien comprendre que moi à la base, ça de partout où je passe, j'identifie une canne propice à mon business. Donc forcément, je me dois d'avoir un pourcentage beaucoup plus élevé de cannes locales que de cannes importées. Ok. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que voilà. Donc
Mais il faut savoir que nous, on ne voit pas que du jus de canne. On a d'autres jus qu'on va sucrer avec le jus de canne. Par exemple, donc tu vois un jus fruit de la passion, un jus de mangue. C'est plus le même business. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que on a le jus de canne, on a intégré le jus de canne comme jus de base. Dans le business qu'on a présenté. Il faut savoir que alors aujourd'hui, on est sur une taxe sucre assez importante. Qui va rentrer en vigueur très prochainement. C'est pour ça que tous les grands vendeurs de soda sont... Voilà. Ouais. Donc là, nous... Mais vous, avec votre faible index glycémique... Mais déjà, on est un jus naturel. Il n'y a pas de transformation. Voilà. Donc forcément, entre sucré, ton jus de mangue avec le sucre et le sucré avec le jus de canne à sucre, il y a déjà une grande différence. C'est ça. Si tu rajoutes encore des édulcorants, tout ce que tu veux. Donc, quand je parle d'alignement de planète, au départ en off avec toi, où effectivement le produit il arrive au moment où il doit arriver en fait. C'est-à-dire que c'est la tendance qui veut que si demain moi je réussis, c'est parce que effectivement tu as eu une conjonction d'événements. Ouais, en fait. Totalement. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle le time to market. Voilà. C'est que on est dans le temps là. Voilà. Donc en tout cas, il y a plein d'astres qui sont alignés, tu vois. Mais après, quand on écoute ton histoire là, on se dit mais ça a dû te coûter pendant 7 ans. Qu'est-ce que ce projet t'a coûté? Au niveau familial, ça te coûte. Et bon, avec la mère de mes enfants, c'était pas, comment dire, c'est compliqué, hein. Avec les enfants, j'en ai 3. Il y en a 2 en bas âge, qui ont grandi depuis. Mais en fait, comment dire ça? Même amicalement, c'est-à-dire que ça t'éloigne des gens. C'est-à-dire pour pouvoir avoir les informations, je travaillais 14 heures par jour, tout le temps sur l'ordi. Moi, je suis ancien organisateur de soirée, j'aimais bien sortir. Je ne sors plus depuis au moins 5 ans, pratiquement. Je sors que quand je vais en Martinique, où effectivement, je sais que je vais rencontrer des gens. Voilà, j'essaie de sortir, de voir. Et comme je propose également des comment dirais-je, des prestations, donc je vois ce que je peux faire. Mais en fait, humainement, ça m'a coûté beaucoup de choses, en fait. C'est-à-dire que ça m'a coûté mon ancienne vie. C'est-à-dire que tout ce que je faisais, il y a que le sport que j'ai gardé en tant que passion. Moi, je suis passionné de foot. Mais alors, aujourd'hui, entre un rendez-vous, encore quelque chose que j'ai à faire et un match de foot, il n'y a pas de discussion. Avant, moi, je me rappelle quand j'étais sur le périph' qu'il y avait, moi, je suis fan de Bordeaux, que Bordeaux jouait. Bordeaux? Ouais. Ah, il y en a pas beaucoup, hein. C'est les anciens, ça. Ouais, c'est vraiment. Et j'étais capable de slalomer, de faire le fou sur le périph' pour aller voir un match de foot. Et alors aujourd'hui, mes passions d'avant ne sont plus les mêmes en fait. Mon cercle amical, bon, il y a des gens que je côtoie toujours, mais en fait, tout est autour de l'entrepreneuriat. En fait. Si je sors, c'est ça t'apporte quelque chose. Ça m'apporte quelque chose en fait. Voilà. Et j'avais cette discussion là cette semaine avec un entrepreneur, Valère Bélias, et je lui disais, parce que dans 2024, un de mes gros apprentissages, c'est que pour devenir celui que tu veux être, il faut que tu tues celui que tu as été, tu vois. Et t'as l'impression d'avoir tué l'ancien. Je crois qu'il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'en fait, j'en discutais avec une copine à moi une amie qui est entrepreneur également. Je lui dis, mais c'est quand j'ai déposé mon dossier de plan de financement en décembre au niveau des banques, je suis revenu, j'ai eu un trou noir de 2 mois, 1 mois et demi en fait. Donc à Noël à 21h, j'étais au lit, le 31 pareil. Et en fait, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais je crois que j'ai dû faire une dépression. Une dépression, ok. Et c'est bizarre parce qu'en fait, je faisais pas de sport à ce moment-là, et le sport pour moi c'est comment dire, comment on peut dire ça, pas régulateur, mais c'est un signal en fait. Il y a rien qui puisse m'empêcher de faire du sport. Normalement. C'est-à-dire quand même pas la neige. Si j'ai envie d'aller courir à moins 10, j'irai courir à moins 10. Voilà. Et j'ai plus envie. Et elle me dit, si c'est ça, je pense, parce que j'en ai déjà fait. Et je pense que c'est pas la seule que tu aies fait. Sauf que nous, effectivement, elle n'a pas le même caractère que moi. On a tellement de choses à faire
qu'en fait, on n'a pas le temps Ouais. de se poser la question ou que la maladie ou encore le truc rentre. Il va rentrer, il va ressortir, en fait. Une petite phase d'une semaine. Ouais. Mais en fait, j'ai constaté qu'à un moment, je me suis dit, demain, à partir de demain, tu vas commencer à courir. T'as pas le choix. Et dans tout ce processus-là, c'est le sport qui m'a maintenu. Quand on parlait de sport, de trucs. Même pour la santé, ouais, parce que moi, je pose toujours la question de la santé mentale. Comment est-ce que tu fais pour tenir? Parce que là, j'imagine que, tu vois, ça fait 7 ans, l'usine n'est pas encore créée. Tu dois peut-être, des fois, ne pas voir le bout du tunnel. On a cette pression. Je me suis posé la question il y a 2 jours. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui manque, en fait? Ouais. Qu'est-ce qui manque? Là, je vois que, j'ai eu la chance. En fait, à partir du moment où je me pose la question, je deviens rationnel rapidement. Je me dis, mais, tu voulais être au niveau des investisseurs? Tu y es. Maintenant, faut savoir une chose, c'est-à-dire que, le projet que j'ai présenté, pour l'usine, on était à 1,7 million. Là, on est à 3,2 millions. Ouais, ce que tu m'as dit. Dernièrement, on a rajouté dans l'usine la possibilité de souffler nos bouteilles en fibre de cage. Ouais. Parce que le fabricant, il est en Guadeloupe. D'accord. Et c'est quelqu'un de très co-responsable. Il m'a dit, bon, écoute, au lieu de transporter une bouteille par conteneur, donne la possibilité de souffler tes propres bouteilles. Et par ricochet, de servir de prestataire pour la Martinique. Ok. Et ça, par rapport à des investisseurs potentiels, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des particuliers, j'ai vu qu'ils m'ont commencé à me regarder autrement, en fait. Parce que là, on est sur, effectivement, l'utilité, entre guillemets, publique, sur des produits éco-responsables avec, effectivement, l'ADEME, voilà, en termes de subventions, pas mal de choses qui changent, entre guillemets, une économie. Et là, je me suis dit, heureusement que j'ai attendu. Et heureusement que ça n'a pas démarré. Parce que je n'ai pas eu cette opportunité. Parce que on est toujours pris à se dire, faut que ça démarre. Mais pour moi, il faut que ça démarre, mais il faut que ça démarre bien. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Parce que l'usine, ce qui a déjà monté, je pense que j'aurais eu des difficultés. Je ne sais pas si je serais là en train de discuter, encore à me morfondre, parce qu'effectivement, je vois de l'argent et que je suis mort, en fait. Il y a quelqu'un d'autre, j'ai travaillé pour quelqu'un d'autre. C'est vrai. Donc, la notion de temps, elle est importante. Non, c'est sûr. De momentum. Totalement. C'est, voilà. Et il y a combien de personnes dans l'usine qui vont bosser une fois que ce sera en plein régime? On pourra démarrer à 11 et au final, on sera à peu près une vingtaine dans l'usine. Ok. Et c'est un lieu particulier, ce sera dans le nord, où il y a des aires, entre guillemets, économiques. Ok. J'y avais pensé quand je montais le lieu de l'usine, pour la Martinique. Et les circonstances ont fait que ce sera là. Ok. Je te dis, dans ma feuille de route, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc, quand tu poses la question, le temps, je pense qu'au départ, le temps, c'était parce que moi, je suis quelqu'un des patients à la base. Ok. Voilà. Et t'as patienté 7 ans. En fait, c'est pour ça que quand tu m'as demandé est-ce que ce qui m'a tué, j'ai dit il s'est suicidé. Parce qu'il s'est suicidé parce qu'en fait, toutes les habitudes qu'il avait, tout ce que sur son mindset entre guillemets a été mis à l'épreuve, en fait. Qu'est-ce qu'il pensait, voilà, il voyait les choses d'une certaine façon, et il y a un élément de l'entrepreneuriat qui est arrivé, et en fait qui a tout remis en cause, en fait. Ouais. Donc forcément, il pouvait pas supporter. Il s'est jeté d'une falaise. Je pensais savoir. Finalement, non, tu ne sais rien. Ouais, totalement. Et je ne suis pas sûr que la meilleure version de moi, elle est là. Ouais. Elle est encore à venir. Elle est encore à venir, en fait. Donc maintenant, la seule différence, c'est que je le sais. Okay. Donc forcément, il y aura moins de conséquences. Ouais. Il n'y aura pas de suicide à ce niveau-là, mais il y aura peut-être effectivement des réajustements pour les trucs. Mais c'est quand j'en parle de processus entrepreneurial, c'est pas l'aspect business seulement, en fait. Faut aller beaucoup plus loin de ça. C'est toutes les implications que ça va avoir dans ta famille, dans ta vie d'homme. Comment tu vas faire, et c'est la façon dont tu vas voir les choses qui va te permettre de réussir ou pas, en fait. Okay. Donc, avoir un beau produit, que tout le monde te sollicite, plébiscite, ah ouais, c'est super ce qu'il a fait, ou un truc, et ne pas être aligné mentalement, psychologiquement,
avoir un mindset entre guillemets modulable. Parce qu'en fait, tous les jours, tu apprends. Ouais. Il faut, à partir du moment où tu arrêtes d'apprendre, t'es mort. C'est sûr. Voilà. C'est-à-dire que, donc, moi, je le sais. Donc, je laisse, parce que j'ai la foi. Mais c'est-à-dire que tout ce qui arrive pour une chose, en fait. Quelque chose. Donc, moi, je laisse cet espace-là à l'univers. Okay. Arriver dans ma vie, effectivement, j'avais prévu ça, c'est passé ça. Moi, je sais que quand ça se terminer, je vais prendre un peu de recul et puis je vais je saurai pourquoi ça s'est passé. Tu verras que il y a une logique globale. Il y a une logique, en fait. Et, mais tu fais quand même des plans. Tu te dis pas, j'y vais à peu près, tu vois. T'as un plan quand même qui est tracé, mais tu sais très bien que la main de l'univers, comme tu l'appelles, va faire les choses à leur sauce. Et qui te donne ce plan, en fait? Oui, c'est vrai. Enfin, oui, c'est vrai, t'as raison. Parce que, en l'occurrence, ce plan, toi, tu l'as eu et tu l'as reçu en vision. Donc, ça veut dire que c'est la main de l'univers qui l'a mis dans ta tête aussi. C'est, moi, je me rappelle, j'ai un ami qui est entré évangéliste, et tout, qui, tous les matins, il me dit, je me réveille à 4h du matin. Et, comment dirais-je? En fait. Parle bien dans ton micro. Alors, voilà. Il se levait à 4h du matin et me dit, voilà, je prie, je demande ça. Et cette personne, parce que tu m'as demandé si j'avais un associé. Ouais. En fait, moi, faut bien comprendre qu'à un moment, moi, je cherchais quelqu'un pour s'occuper de mes affaires aux Antilles. Donc, dans la structure, j'avais créé une structure pour lui parce qu'il rentrait. Pour qu'il qu'il s'occupe de la location de machines ou un truc. Okay. Il s'est avéré que quand j'ai monté le dossier d'usine, j'ai intégré dans cette société. Ok. Ce qui fait que, par définition, il se retrouvait avec un gros truc, être associé à, voilà, quelque chose d'énorme. Mais je constatais que, voilà, je lui disais, bon, ben, là, ça a pris de la valeur. Dieu merci pour toi parce que tu es tombé au bon moment ou un truc. Je vais pas te dire de sortir de ma société parce que, voilà. Okay. Par contre, tu as un rôle à jouer. Donc, il va falloir te former. Ouais. Il disait oui, machin. Et je voyais que non, 2 ans, non. On partait comment dirais-je, avec les banquiers. Je parlais de prévisionnel, de trucs, mais ça l'intéressait pas. Et en fait, à un moment, il me disait, écoute, je trouve que tu te vends trop, en fait. Tu parles trop de ton projet. Il y a des gens qui sont mal intentionnés ou un truc. Je dis, mais c'est quoi ta définition de la foi, en fait? C'est-à-dire que tu ne peux pas prier, demander à Dieu tous les jours de nous mettre des gens qu'il faut en face de nous, et puis te douter des gens qui sont en face de toi qu'une fois qu'ils sont en face de toi, en fait. Pas si j'arrive à le faire comprendre. Très bien, j'ai très bien compris. S'ils sont en face de toi, même si tu répondent pas à ce que tu as envie d'entendre, ils sont dans le plan de Dieu. Ils sont dans le plan, en fait, pour te faire comprendre certaines choses. Donc voilà ma définition de la foi. C'est de croire vraiment à ce que je ne vois pas. Donc à partir de là, pose-toi la bonne question. Après, les circonstances ont fait que, bon, c'est donc, j'ai sorti mais c'est juste pour dire, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, faut être cohérent dans ce qu'on fait. Et, peut-être que je n'ai pas encore de résultats. Par contre, je sais une chose, c'est que j'ai de la cohérence. Tout ce que je veux te dire, tout mon parcours, tu verras de la cohérence, en fait. Voilà. Non, c'est top. Et comment on fait pour te suivre vu que t'as pas de réseaux sociaux? Enfin, que t'es pas très réseaux sociaux. Ben écoute, je commence à m'y mettre. D'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, c'est la première étape. Je te remercie parce qu'effectivement, nos amis en commun qui nous ont mis en relation, moi j'ai dit oui tout de suite, parce que je te suivais déjà, mais je n'avais pas encore intégré le fait de passer devant un micro, de raconter un peu ce que je faisais, hein. Ouais. Parce que comme je dis, c'est-à-dire que je sais qu'on fait de la veille sur moi, surtout en Martinique, hein. Okay. Et alors aujourd'hui que le projet il est vraiment abouti, comment dirais-je, je saurais répondre à toutes les questions. Et puis je sors d'une semaine de pitch, des investisseurs, des trucs où on m'a mis entre guillemets, on m'a t'as déshabillé, on m'a voilà, c'est sculpté de partout. Donc je me dis alors aujourd'hui effectivement, je pense que je suis légitime, me sens légitime à m'exprimer, à parler de ce que je fais et puis ce que je veux entre guillemets dans l'avenir en fait. D'accord. Mais donc si on veut te suivre, tu vas
alimenter un peu des réseaux, Instagram, LinkedIn, Là, lequel? en fait, Instagram, Instagram d'abord. LinkedIn, je vais commencer à travailler dessus, mais d'ici les 2 mois qui arrivent, on pourra me suivre sur l'évolution de mon parcours en fait. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, faut bien comprendre que comment dirais-je, c'est une chose également qui a peut-être retardé le projet, je ne sais pas, mais c'est-à-dire que j'aime travailler avec les meilleurs en fait, et je vais les chercher. Je suis tombé avec tellement de personnes entre guillemets décevantes. Ce n'étaient pas les meilleurs. Voilà. Et qui fait que quand on fait quelque chose, on essaye de tirer vers l'excellence en fait. Moi, la communication, je connais rien du tout en fait. Je vais pas commencer à part mon LinkedIn où je mets quelques posts ou un truc. C'est trop important pour être approximatif, pardon. Totalement. Donc, à un moment ou à un autre, je préfère. Là, j'ai déjà identifié des gens avec qui je veux travailler, et que effectivement, tant que le projet n'était pas abouti, parce que tu aurais pu me suivre, tu dis tiens, mais en fait, il fait des machines, il fait quoi, il fait, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Compris. Voilà. C'est pour ça que ma marque de jus, elle s'appelle Elocan. La marque de machine, c'est Canex. C'est-à-dire tout est segmenté, tout est. Et Canelli, c'est quoi? C'est la. En fait, Canelli va devenir un holding en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Et c'est pour ça qu'au départ les gens ne comprenaient pas, mais voilà. Non, voilà, je travaille avec les pros. Ouais, t'es en train de structurer un peu, vraiment de structurer en fait. Voilà. Si t'es pas organisé ou un truc, tu vas perdre le client, les gens assez rapidement. Ok. Donc, pour mieux prendre son temps, mais trouver une bonne boîte, des gens intéressants qui ont la même, qui arrivent à exprimer ce que je ressens et ce que je veux en fait. Totalement. Voilà. Totalement. Dernière question. Là, on a parlé pendant près de 2 heures. Qu'est-ce que tu veux absolument que notre audience, la jeunesse noire qui entreprend ou qui souhaite entreprendre, qu'est-ce que tu veux qu'elle retienne de cette discussion quand elle va reprendre sa vie? En général, c'est-à-dire, ce qui me vient à l'esprit, c'est que quand ils passeront devant un champ de canne, ils regarderont le champ de canne différemment. Tout à fait. D'une part. D'autre part, se dire que effectivement, par rapport à mon parcours, où c'était pas écrit entre guillemets, il y avait rien qui prédestinait à de l'entrepreneuriat. Tout ce qui se passe dans notre vie, depuis tout petit, aura des conséquences une fois qu'on sera adulte, une fois qu'on sera vraiment conscient. Donc, les petites choses qu'on fait, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on devient la somme des petites choses qu'on fait, en fait. Quand vous faites le bien, vous êtes orienté sur des choses, entre guillemets, qui vont vous donner de la valeur, forcément, cette valeur-là, vous l'aurez à un moment ou un autre de votre vie. Donc, quel que soit le moment dans lequel on se retrouve dans notre vie, il y a beaucoup de choses à venir, de bonnes choses, mais il faut quand même prendre le temps de regarder derrière, de savoir d'où on sort et où on veut aller en fait. C'est-à-dire que c'est chacun, voilà, c'est-à-dire que moi j'ai bientôt 49 ans. J'ai commencé le business de canne, je suis rentré dedans, j'avais 40 ans, 41. Je répétais tout le temps à mes amis, à 50 ans, moi je vais plus rien faire. Je dois être sur mon bateau. Et en fait, je me dis, c'est-à-dire que quand on pense des choses, on les dit inconsciemment, mais on les vit tellement, c'est-à-dire que c'est tellement fort au niveau des émotions, au niveau des vibrations, de faire très attention à ce qu'on dit, ce qu'on veut être en fait. Parce que je constate qu'effectivement, je suis à 1 an et demi entre guillemets de mes 50 ans. Je ne dirais pas que je serais sur mon bateau ou un truc. Ça me paraît pas compliqué quand même. Justement, c'est-à-dire que tu peux être sur un bateau, mais tu auras plein de choses à faire. Ah oui, tout à fait, mais être sur le bateau, pas pour être sur mon bateau avec mon ordi. Ouais. Ah oui, voilà. Pas les pieds de dos, les doigts de pied en éventail. C'est-à-dire que on peut pas monter un business comme ça du jour au lendemain se retirer. Non, c'est pas possible. Par contre, effectivement, moi je vois que tout ce que j'ai pu accomplir tout seul, ça m'a quand même usé en tant qu'homme, parce qu'effectivement on reste humain avant tout. Tout à fait. Et alors aujourd'hui, moi, ce que je n'ai qu'une hâte, c'est que d'avoir des gens compétents pour qu'ils eux
Ouais. Ils prennent ce projet qui l'emmène effectivement à un niveau supérieur, en fait. Tout à fait. Donc, voilà, c'est les petites tâches que je faisais avant. Là, chacun sera là où il doit être, en fait. Et moi, ça me permet, entre guillemets, d'avoir un peu de temps et de voir sans doute les choses autrement, en fait. Ok. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton C'est témoignage. moi. Avec grand plaisir. Ça nous a permis de découvrir ce que tu fais, de voir aussi que quand on a un rêve, on peut l'amener jusqu'au bout. Même si là, on n'était pas encore au bout. Je pense que t'es encore à 50%. T'as fait la moitié du trajet. Maintenant, il reste à poser la première pierre. Moi, j'ai hâte de voir cette photo-là de la première pierre de l'usine qui sera posée, de aussi de suivre sur les réseaux sociaux l'extraction des grosses machines et autres. En tout cas, on va observer ça, on va suivre tout ça. Je dirais que je suis à 80%. 80%? Ouais, parce qu'en fait, c'est, comment dirais-je, comme je dis, c'est-à-dire que, au niveau financier, effectivement, sur le compte en banque, ça s'est pas manifesté encore. Ouais. Mais en fait, t'es à ça, quoi. On est là où on voulait être, en fait. Et ça, c'est la plus grande victoire, c'est effectivement d'être là où on veut être. Tout à fait. Après, ce qui en découle, voilà, c'est-à-dire que ça va venir, en fait. Ok. Donc voilà. En tout cas, force à toi. Merci, et puis, avec grand plaisir. Grand merci également aux futurs auditeurs qui vont découvrir. Ils sont tous là. À tous, je vous remercie d'être encore là, d'avoir écouté ce témoignage jusqu'ici. Mais si vous êtes jusque là, c'est que ça vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité. Je sais déjà qu'il sera aussi inspirant, aussi animé par la foi de l'entrepreneuriat et par la foi dans son projet que l'aura été notre invité du jour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, likez, cliquez, partagez, commentez. Vraiment, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui sont pas encore abonnés. Vraiment, abonnez-vous. Et surtout, suivez vos projets et revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde.